j'ai une femme qui vient d'accoucher la deuxième fois cette année. Ah, merci. Ou la troisième fois. C'est très mal. Non, oui, oui, non, mais en fait, c'était... Bonjour ou bonsoir à tous ceux qui sont là. J'en ai vu plusieurs aussi parmi vous qui étaient déjà là ce matin à la librairie Kléber. Encore un immense merci à vous d'être là, de nous accompagner, d'être sur ce partage à la fois d'informations et d'échanges autour de sujets de bioéthique et sur ces thèmes très variés qui sont autour de l'argent et de la santé. Alors là, nous allons aborder un sujet qui est très... En fait, on a l'impression que c'est une question qui inquiète beaucoup l'opinion publique parce que si vous prêtez attention un petit peu à tous les colloques, forums, les articles, on a souvent cette question d'évoquer la question à deux vitesses. Elle est évoquée par exemple, la médecine à deux vitesses, elle est évoquée par exemple quand on parle de l'accès aux soins. On vous dit qu'il y a des gens qui aujourd'hui ne vont pas se soigner ou retardent une opération ou quelque chose de chirurgie dentaire parce qu'il y a des problèmes de moyens. Ou encore d'autres personnes qui vont vous dire, eh bien, il y a tellement de temps d'attente pour certains rendez-vous avec les médecins qu'in fine, on renonce, on n'y va pas. Donc dans les deux cas, mais pas que ceux-là, bien d'autres qu'on va voir, se pose quand même très sérieusement cette question de l'égalité d'accès aux soins, de l'accessibilité aux soins, qui est quand même en filigrane de tout ce forum européen de bioéthique. Et là, on pose clairement la question, est-ce que nous allons vers une médecine à deux vitesses ? On va croiser là encore de l'économie, mais avec des personnes qui travaillent là-dessus. On va croiser aussi de paroles de citoyens et on va croiser paroles d'élus qui est parmi nous. Yves Bur, vous le connaissez tous, hein, quand on est en Alsace, et pas que d'ailleurs, on le connaît, pour avoir pendant très longtemps, et il continue encore, s'est occupé de missions hein, sur les questions de santé, de projets de loi. Et c'est quelqu'un qui, je ne sais plus, vous n'étiez pas là lundi, mais un de nos intervenants a dit, il y a quelques élus qui vraiment siègent aux commissions, au Sénat, partout, prennent vraiment les dossiers en main, et il vous a cité, Monsieur Bur. Alors, donc, sur cette question-là de la médecine à deux vitesses, je vais vous proposer, si vous en êtes d'accord, histoire de lancer les voix aussi, les uns et les autres, de vous présenter, en commençant par la plus jeune, à ma gauche. Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Anne Deuil, je suis étudiante à l'ISEG Marketing et Communication School en deuxième année et j'interviens en tant qu'étudiante pour apporter une vision plus jeune, on va dire, en tout cas l'opinion des jeunes sur les questions de la bioéthique. Dans ce cadre, nous avons fait un blog, bioiseg wix.com dans lesquels on traite les sujets de bioéthique. Voilà, hein, vous avez écrit plusieurs articles depuis au moins 3 mois, on peut les retrouver et on vous écoutera tout à l'heure. Anne Gervais. Oui, bonjour. Donc, Anne Gervais, je suis praticienne hospitalière à l'hôpital Bichat à Paris. Je suis hépatologue et en fait, je m'intéresse à ce sujet, on va dire, depuis plusieurs années. L'accès aux soins, c'est quelque chose de fondamental pour les professionnels de santé, mais aussi la place de l'hôpital public. Et je suis membre du mouvement de défense de l'hôpital public et vice-présidente de la CME de la PHP, la commission d'établissement. Commission d'établissement de la PHP. De la PHP, de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Voilà, alors Monsieur Bur. Donc Yves Bur, ancien député. Oui. C'est difficile de vous demander de vous présenter. Hein. Oui, j'étais rapporteur. Quand même, j'espère que tout le monde ne le connaît pas. Non, j'étais pendant 10 ans rapporteur du budget de la sécurité sociale. Et je suis actuellement... président de la Fédération hospitalière publique d'Alsace, membre du conseil d'administration au niveau national, et je préside par ailleurs
l'Alliance contre le tabac, qui réunit toutes les associations de lutte contre le tabagisme au niveau national. C'est vrai que sur les questions de santé, quand on entend des voix alsaciennes, c'est souvent la vôtre que l'on entend également. Franck Amalric. Bonjour, bonsoir. Donc moi je suis économiste de formation. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années sur des problématiques de développement durable et puis ensuite pendant une dizaine d'années également sur l'économie de la santé. J'ai travaillé au sein de l'Institut national du cancer où j'ai notamment coordonné un rapport sur les coûts du cancer pour la société française. Et ensuite, j'ai travaillé dans le domaine du conseil en économie de la santé sur différentes problématiques, notamment sur les problématiques de prévention. D'accord. Voilà. Alors nous attendons également parmi nous Jean-Jacques Zambrowski, qui est à la fois médecin, qui est économiste de la santé. Jean-Jacques a raté son train tout à l'heure, mais il arrive. Voilà, il en a pris un autre. Il a dit qu'il allait arriver vers 16h30. Donc restons optimistes. Je commencerai tout de suite par ce sondage, d'ailleurs qu'on a publié sur notre site internet, et merci à Julie Georgie de l'y avoir inclus. On a, selon un sondage Ipsos qui a été réalisé en mai dernier, on nous dit que 92% des personnes interrogées lors de ce sondage pensent que ceux qui ont de l'argent ont plus de possibilités de bien se faire soigner. Alors, on a envie de se tourner tout de suite déjà vers l'élu parce que, voilà, vous représentez. Je crois que c'est vrai et faux. Oui. Faux parce que, effectivement, nous sommes un des quelques pays où l'accès aux soins pour tout le monde est possible. Est possible parce que on ne fait pas de sélection d'accès aux soins par rapport à l'argent. Néanmoins, il est clair que cela ne veut pas dire que notre système est égalitaire et qu'il y a un égal accès aux soins. D'une manière générale, j'ai envie de dire, le système est inégalitaire à la base. D'abord, on n'est pas égal devant la santé. Et que nous avons, disons, un différentiel de mortalité qui est très important par rapport entre les cadres et un ouvrier. L'espérance de vie d'un ouvrier est nettement moins importante qu'un cadre. Et quelque part, ça signe aussi une forme d'échec d'une politique de santé au sens global. Ensuite, il y a l'inégalité d'accès aux soins qui s'est fait jour petit à petit. J'ai envie de dire, au début des années 2000, on parlait surtout déficit de la sécurité sociale, on continue à en parler. Ça, au moins, je dirais, c'est quelque chose qui... naturellement est apparu comme un problème, notamment au départ dans les territoires ruraux, et qui est également un problème, je pense, dans les métropoles, y compris à Strasbourg, où dans les banlieues, vous avez moins de possibilités d'offres médicales qu'au centre, et ainsi de suite. Et vous avez petit à petit aussi, c'est fait jour, mais une politique qui a été décidée, parce qu'il y a une politique qui a été décidée dans les années 90, la question des dépassements d'honoraires. Ces dépassements d'honoraires existaient naturellement depuis longtemps, notamment dans les professions comme les chirurgiens dentistes, que je connais bien. Mais parce qu'on n'a pas voulu à un moment donné honorer les professionnels de santé de manière générale, comme peut-être le niveau de responsabilité d'études le nécessitait, on a commencé à dire on va laisser s'installer des dépassements. Ces dépassements se sont accélérés, se sont concentrés. Strasbourg est d'ailleurs une des villes où, je dirais, il est peut-être le plus difficile de trouver un spécialiste qui ne soit pas en dépassement d'honoraires. Ça représente 2,7 milliards d'euros de dépenses qui se font en dehors des tarifs de prise en charge de la sécurité sociale. Donc, deuxième inégalité, c'est cette inégalité au niveau des financiers. Puis j'ai envie de dire, il y a peut-être une autre inégalité qui m'inquiète, qui commence à m'inquiéter, c'est l'inégalité vis-à-vis de l'innovation.
C'est-à-dire, oui, vis-à-vis de Ben, l'innovation. l'innovation dans la médecine, je parle sur votre contrôle, devient de plus en plus importante, de plus en plus coûteuse, que ce soit des médicaments. Je cite simplement médicaments contre l'hépatite C, dont le traitement finalement va ressortir. On partait de 90 000 euros, finalement on va le payer, je crois, dans les 46 000 euros. C'est cher, et on peut se poser la question, est-ce que notre pays pourra, au fil de l'eau, comme ça, payer de plus en plus d'innovation? Je rappelle que ce médicament va engendrer une dépense, rien que pour lui-même, 500 millions d'euros supplémentaires, qui fait que le déficit de la sécurité sociale pour l'année dernière aura dépassé largement les prévisions, disons, de ce qui avait été voté. Et donc la question, c'est est-ce que nous pouvons continuer à nous payer une innovation, pas uniquement médicamenteuse, mais aussi des technologies qui vont devenir de plus en plus coûteuses, alors que notre pays est en panne en termes de croissance. Et naturellement, là-dedans, j'ai envie de dire, le risque, c'est que seuls ceux qui auront de l'argent pourront mettre au bout ce qui sera nécessaire. Disons, il y a 2 ans, j'avais fait un tour de France pour une association qui défendait les tumeurs rares. Et on m'expliquait que certains malades, ne trouvant pas l'accès à l'innovation ici, achetaient les produits en Suisse et payaient 25 000 euros de leur poche. Ils pouvaient le faire, tout le monde ne peut pas le faire. J'ai dit, mais si c'est ce type d'innovation, je pense qu'il faut qu'on s'inquiète. Et puis, j'ai envie de dire, pour terminer, il y a une inégalité face à la santé publique. On n'est pas égal dans l'hygiène de vie que nous menons, et on voit bien que les campagnes de prévention dans tout genre, contre l'obésité, le tabac, l'alcool, la sédentarité, portent toujours plus chez les gens les bien portants, ceux qui finalement se sentent le mieux dans leur peau, que sur les publics en difficulté. Donc le système reste quand même très inégalitaire. Et ce serait quand même intéressant de voir justement, parce que depuis le début du forum, on a entendu beaucoup d'intervenants, quelle que soit leur discipline, dire effectivement il faudrait qu'on mette plus l'accent sur la prévention. Prévenir, c'est guérir. Et peut-être d'essayer de comprendre pourquoi ces campagnes ont du mal à avoir de l'impact. Mais on va en parler tout à l'heure, parce que je ne peux pas non plus dire que toutes les campagnes n'ont pas d'impact, c'est pas vrai. Mais bien évidemment, sinon elles n'existeraient pas. Mais on mesure quand même qu'elles ne font pas reculer énormément la consommation du tabac, de l'alcool ou d'autres choses encore. Alors Anne Gervais vous a complètement tendu la perche en parlant d'innovation, et puis vous étiez en train d'acquiescer en disant oui, il n'y a pas d'égalité là, pas forcément toujours. Vendredi dernier, Oui. une patiente m'a dit en consultation, puisque je m'occupe de foie des patients, mais écoutez, si vous ne me donnez pas ce nouveau médicament, je peux aller l'acheter. Voilà, c'est très simple. Ça coûte 41 000 euros pour 12 semaines, 48 000 quand c'est associé à un deuxième médicament, je peux l'acheter. Ça pose un vrai gros problème. Les problèmes sont en fait multiples. C'est vrai qu'on n'est pas tous égaux devant la santé. Il y a de multiples facteurs intriqués qui expliquent socio-environnementaux, d'éducation. On sait qu'il y a un gradient social qui nous rend inégaux devant l'espérance de vie. Un ouvrier, vous avez raison, vit 6 ans de moins qu'un cadre. Mais en plus, il vit 10 ans de moins en bonne santé. C'est-à-dire, il commence à prendre des médicaments et en état d'incapacité à 59 ans. Un cadre, c'est à 69. Il y a une disparité aussi géographique qui est peut-être socio-environnementale, mais qui aussi recoupe des facteurs sociaux d'éducation. On ne vit pas le même nombre d'années dans les Hauts-de-Seine, dans le Tarn, dans l'Isère. On vit 3 à 6 ans de plus par rapport au Pas-de-Calais et aux Ardennes. Donc tout ça est vrai. Et si on commence à se dire, je m'achète la santé, je m'achète le médicament, on rompt quelque chose qui est fondamental, qui est la possibilité pour tous d'avoir un droit de l'homme fondamental qui est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 25, le droit à la santé. Le droit à la santé, il est pour tout le monde. Et la médecine ne peut pas être à 2 vitesses, parce que la médecine est là pour amener tout le monde à la santé. Mais en revanche, elle est forcément inéquitable. Elle est inéquitable parce que tout le monde n'a pas le même état de santé, donc elle doit être renforcée pour ceux qui sont les moins en état d'être en bonne santé. Donc elle doit être, pour être égalitaire, inéquitable. C'est un peu un paradoxe, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut renforcer l'accès à la santé de ceux qui en ont le moins. Et une fois qu'on est tous d'accord là-dessus, on peut trouver des solutions. Parce que
pour revenir à votre question sur l'hépatite C, le médicament, il est produit, si on calcule 40% de marge bénéficiaire pour rembourser l'investissement de Pharmacet qui l'a trouvé, il est produit pour $150 pour 12 semaines. Et il va être vendu, il est accepté à 41 000 € pour 12 semaines. Donc il y a un gap qu'il va falloir essayer de comprendre. Brigitte Dormont, qui est économiste de la santé, je pense que vous me confirmerez, monsieur Elmalric, dit bien que ce qui coûte le plus cher, et monsieur Bure a raison, c'est l'innovation. C'est en fait l'innovation pour les soins, ce médicament miracle, pour prévenir l'apparition de maladies. On a tous, je ne sais pas, les femmes de plus de 50 ans vont faire des mammographies, c'est du coût. On en fait une tous les 2 ans, c'est un coût pour la Sécu. Donc pour la prévention, pour le curatif, pour le palliatif, il y a une médecine palliative qui ne guérit pas mais qui accompagne et qui vous permet de vivre plus longtemps. Et une médecine prédictive qui vous permet même de dépister à l'avance la survenue de maladies. Et tout ça, c'est extrêmement cher. Mais il y a un choix sur le prix qu'on paye, sur le prix qu'on accorde. Finalement, on pourrait très bien imaginer que les États européens se mettent tous ensemble pour décider du prix. Ça, c'est un choix politique. La ministre de la Santé l'avait proposé en juin dernier avec des parlementaires pour ce médicament miracle. Mais n'empêche que tout le monde a été négocié dans son coin. Et au final, les Espagnols disent qu'ils l'ont à 25 000 € peut-être. Les Allemands, c'est à 49 000. Nous, ça va être à 41 000. C'est à 41 000. Il y a un problème de choix politique. À partir du moment où vous décidez que le droit à la santé, oui, c'est un droit fondamental, et que vous êtes d'accord pour partager le pacte, on va dire, républicain, qui est que tout le monde a droit à la santé, tout le monde reçoit selon ses besoins et va contribuer selon ses moyens, si on est tous d'accord là-dessus, alors il va falloir faire une régulation collective, pas forcément d'État, elle est de démocratie participative aussi, elle est avec les élus, avec les usagers, avec les professionnels. Qu'est-ce qu'on rembourse, qu'est-ce qu'on ne rembourse pas? Est-ce qu'on peut avoir de la transparence? Qu'est-ce qu'on décide de faire? Est-ce que, oui, d'accord, on ne rembourse pas le médicament miracle pour ceux qui ont une petite, entre guillemets, maladie du foie, fibrose modérée? Je donne pas. Je donne qu'à cirrhose et pré-cirrhose. C'est un choix, mais c'est pas à nous, c'est ce qui est fait actuellement. Mais c'est pas aux médecins de décider si on arrête 6 mois avant la mort, comme j'ai entendu tout à l'heure le précédent orateur dire ça. Enfin, c'est pas aux médecins de dire ça. Non, c'est pas possible. Non. C'est à la collectivité de se décider. Et après, une fois qu'on a décidé de ça, il faut savoir être transparent sur les moyens. Il faut que vos contributions et vos allocations soient claires. Quand j'entends, et je réponds quand même, parce que j'ai trouvé que c'était un peu incomplet la discussion précédente, nous dire que ça va mieux ailleurs et on dépense moins, mais c'est faux. La France, certes, consacre 3% de son PIB, est la troisième et consacre près de 12% de son PIB à la dépense de santé, mais par tête d'habitant, ce que vous payez, vous, pour votre santé, c'est 4 188 $ par an et par tête d'habitant. On est en 10e place. On est dans le peloton de tête. On n'est pas les premiers. La Suisse est numéro 3. Pour ceux qui étaient à la conférence précédente, la Suisse ne dépense pas moins. Elle est à 5 100 $ par an et par tête d'habitant. La différence entre la Suisse et la France, c'est qu'ils sont moins nombreux et que, par tête d'habitant, leur PIB est supérieur. Ça, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi qu'ils ont fait le choix que leurs dépenses privées, ce qu'ils payent par leur assurance privée par rapport à leur sécurité sociale, soit supérieur à la France. Nous, nos assurances complémentaires payent 14% de nos dépenses de santé, ce qui n'est pas le cas en Suisse. En Suisse, je vous ai pris les chiffres parce que je me suis dit que ça vous intéressait, c'est 35% entre le reste à charge et l'assurance privée. Donc là, il y a un choix à avoir et il n'est pas vrai de dire privé-public, ça coûtera moins cher, ça sera en tout cas certainement beaucoup plus inégalitaire parce que là, vous ne recevrez pas selon vos besoins, mais selon vos contributions. Vous avez des assurances complémentaires qui sont différentes. Donc je crois qu'à partir du moment où on parle de la médecine à 9 vitesses, on est forcé d'aborder ces différents problèmes et qu'il faut rester bien clair sur notre demande, nous dire que
L'accroissement des dépenses de santé, ça rend nécessaire la régulation citoyenne, politique, ce que vous voulez. Il faut que la collectivité réaffirme son attachement à une logique solidaire. Et si la santé est un droit fondamental et un bien commun, ça doit être financé par la solidarité. Et à ce moment-là, ça doit être co-géré par l'État, les politiques, les élus, les usagers, les assurés sociaux et puis tous les professionnels. Oui, alors Yves Bure, justement, parce que ce serait intéressant que vous repreniez le micro sur cette idée sur ce chapitre de la santé en France, de quelques réalités en fait, parce que c'est vrai que tout à l'heure et même à d'autres moments, on a cru qu'on était les plus mauvais, et alors que non, pas du tout. Nous sommes parmi les pays qui ont la chance de pouvoir dépenser beaucoup. C'est une chance. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que nous dépensons toujours bien? Et le vrai problème, c'est de savoir, est-ce que la dépense de santé, quelle qu'elle soit, est justifiée et donc doit être assumée sans qu'on y regarde de trop près? Et j'ai envie de dire, c'est ce diagnostic qu'on a posé, je dirais, début des années 95. Plan Juppé, compagnie, puis petit à petit, les choses se sont mises en route parce que jusqu'à présent, jusqu'en 95, le politique ne participait absolument pas au débat sur l'organisation du système de soins. C'était l'affaire des syndicats. Les syndicats ont considéré que, écoutez, c'est des dépenses des Français, donc ce sont des bonnes dépenses, donc il n'y a pas de raison de réguler beaucoup. Simplement, il y a un moment donné, il y a des déficits. Je voudrais simplement dire que petit à petit, on a essayé de rendre le système un peu plus performant. Et je me suis souvent interrogé pour savoir si effectivement, en faisant faire des économies, on s'opposait, on était, je dirais, à la limite, un adversaire de la santé pour tous. J'ai le sentiment que c'est le contraire. Parce qu'en fait, en tant que rapporteur du budget de la Sécurité sociale, Dieu sait que j'ai essayé, ici ou là, de combattre un petit peu les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes de dépenses de santé ne font pas une dépense de santé qui se justifie. Et en fait, les économies qu'on a engendrées, moi je considère qu'on les a fait essentiellement pour sauver la solidarité par rapport à la santé. C'est ça, oui. C'était pas parce que Jean-François Mattei disait une chose très drôle, mais très vraie. Le système de santé français, c'est un immense hypermarché. Les Français, les assurés, peuvent y consommer à tous les rayons. La seule différence avec un hypermarché ordinaire, c'est qu'à la sortie, dans l'ordinaire, il y a une caisse, et à la sortie, ici, il n'y en a pas dans le système de santé. Et donc, il faut quand même dire que, disons, la santé, on a le sentiment, n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et donc, je crois qu'il faut essayer de faire en sorte qu'on dépense utilement pour le soin utile, nécessaire, disons scientifiquement, médicalement justifié, et tout le reste, il faut qu'on essaye de s'en séparer pour pouvoir continuer à payer l'innovation. Et ça, c'est extrêmement important parce que, comme vous l'avez dit, docteur, au niveau du médicament, disons, qui guérit, alors c'est un médicament qui guérit l'hépatite C. Disons, il a été décidé de ne soigner que les gens qui, ayant déclaré l'hépatite C, parce que beaucoup sont porteurs du virus, mais ne tombent pas malades tout de suite, tombent malades au bout de 10-15 ans, enfin je parle sur votre contrôle. Et puis, quand ils sont malades, il y a différents stades. Et on a décidé, non pas qu'on soignerait les 200-300 000 malades qu'on a en file active, parce que ça coûterait une fortune d'emblée, c'est-à-dire on va prendre les cas les plus lourds, ceux qui commencent à, je dirais, avoir de gros problèmes de santé et des risques d'en mourir. Et donc, on a fait des choix. Mais je me suis posé la question moi-même, parce que j'ai participé à différents niveaux à cette discussion. Je me suis dit, mais je serai porteur du virus, je commencerai à être malade, est-ce que je vais attendre 3 ans, 4 ans, parce que c'est à peu près ça les délais, pour que, disons que l'État justifie pour prendre un médicament que par ailleurs, peut-être, je pourrais me payer. Donc, c'est vraiment des questions fondamentales. Et je voudrais rappeler qu'effectivement, ce laboratoire, disons, peut le produire peut-être à bon prix. Je crois que les Anglais ont fait des études pour dire que ça coûte à peu près 150 ou 200 $. Mais ils ont racheté, ils ont fait de la recherche avant. Non, pas eux. Pas eux, non, mais ils ont racheté la société qui a fait la recherche et qu'ils ont payé 11 milliards de dollars. Donc, quelque part, ils veulent se renflouer au niveau mondial, quoi, tu vois.
Franck Abalric, vous écoutez depuis tout à l'heure. Vous souhaitiez intervenir aussi là-dessus. Moi, je voulais vous interroger sur la prévention, parce que d'emblée, quand on a abordé ce sujet ensemble, vous avez dit de toute façon, déjà à l'origine, effectivement, il y a ce différentiel entre nous tous. Si on veut parler d'égalité d'accès aux soins, à la santé, il y a un différentiel qui est celui de l'environnement, mode de vie, etc., etc. Mais est-ce que vous voulez aller sur ce terrain-là maintenant, de la prévention? Oui, mais d'abord, j'aimerais rappeler Oui. quelques chiffres, quand même, pour mettre en perspective. Parce qu'on dit de faire des économies dans le domaine de la santé, et on en parle chaque année, on entend le ministre de la Santé, le ministre du Budget dire on va faire des économies. De quelles économies est-ce qu'on parle? Le budget de l'assurance maladie, bon an, mal an, enfin cette année, c'est à peu près 185 milliards d'euros. Et ça augmente par rapport à 2013 pratiquement de 5 milliards d'euros. Effectivement, Juste M. pour Bure vient de noter 4 milliards et quelques. Pardon? Monsieur Bure, sur ses Oui. notes, j'ai vu Oui, 4 d'économies. milliards et quelques. Absolument. Alors, quand on dit qu'on fait des économies, qu'est-ce qu'on dit? C'est qu'entre 2013 et 2014, si rien n'avait été fait, notamment lors des lois de financement de la sécurité sociale, l'augmentation des dépenses, si on avait gardé les mêmes règles du jeu, si les prix des différentes prestations étaient restés les mêmes, ce qui se serait passé, c'est que les dépenses auraient augmenté de 10 milliards. D'accord? Donc quand on parle d'économie, on ne dit pas de réduire les dépenses globales, on dit au lieu de passer de 185 à 195 milliards, on va passer de 185 à 190 milliards. Le budget de l'assurance maladie augmente chaque année dans le respect de l'ONDAM d'environ 2,5%, 2,6%, ça dépend des années. Alors, Sachant, l'ONDAM, c'est l'objectif de dépense. c'est l'objectif de défense. Et en effet, quelquefois, il ne peut pas être respecté à cause dépenses et non pas de défense. de l'innovation. Donc, juste pour mettre ça en perspective, 5 milliards de plus par an, ça représente quoi? C'est la moitié du budget du logement en France. C'est quand même beaucoup. Donc, c'est-à-dire qu'en 2 ans, on va mettre dans l'assurance maladie l'équivalent, en plus, l'équivalent de l'argent qui est mis dans la politique du logement en France, la politique du travail en France, etc., etc. Ce sont des sommes qui sont absolument gigantesques. Et quand on parle des problématiques entre argent et santé dans le long terme, on parle de sommes qui sont absolument colossales. Les dépenses de santé en France, ça représente à peu près 10% du PIB hors de grandeur aujourd'hui en France. Et on est loin du numéro 1 au monde qui est les États-Unis qui sont à 16-17%, 10%. Mais si on le rapporte aux dépenses de l'État, des collectivités, etc., de toutes les cotisations et les impôts que nous payons, on arrive à 20% des dépenses qui vont à la santé. Donc c'est un budget qui est absolument énorme. Alors pourquoi est-ce que ça évolue aussi vite? Et je pense que quand on va parler d'égalité et la possibilité de rétablir un peu plus d'égalité, il faut voir ça en tête, c'est que ça évolue aussi vite pour deux raisons principales, qu'avait d'ailleurs mis en évidence Brigitte Dormand. La première, c'est la transformation de la structure démographique de nos populations, le fameux vieillissement des populations. Évidemment, à partir du moment où vous avez la tranche des gros consommateurs de santé qui sont les plus de 65 ans, quand vous avez un nombre de personnes dans cette tranche-là qui augmente, ce qui est le cas en France actuellement, et on est juste au début de cette transformation qui vient de la génération des baby-boomers qui arrive au-delà des 65 ans. Donc on arrive juste au début de ce processus. Donc première raison, des raisons purement démographiques. C'est le même problème que les retraites, sauf appliqué aux dépenses de santé, mais c'est la même logique. Et l'autre gros facteur d'augmentation des dépenses annuelles, c'est l'innovation, qui représente entre 1 et 2% d'augmentation chaque année des dépenses, d'innovation dans tous les sens. On parle de l'hépatite C. L'hépatite C, il y a 20 ou 25 ans, le virus n'avait pas été identifié. Donc on ne savait pas ce que c'était. C'est 1989, c'est quand même pas si loin que ça. Aujourd'hui, non seulement on a identifié la pathologie, mais on a trouvé des solutions, mais à un coût en effet très très élevé. Donc ça, c'est je pense que ce contexte économique, qui n'est pas un contexte économique passager, c'est un contexte économique qui est des tendances sur le très long terme, qui sont la transformation démographique, on n'y peut à peu près rien. Sur l'innovation, on n'y peut à peu près rien. Pourquoi? Parce que malgré les efforts qu'on peut faire en France en termes d'innovation, les innovations dont on bénéficie aujourd'hui dans le domaine de la santé, ce sont des innovations qui sont faites ailleurs, principalement.
Hein, j'avais regardé, quand j'étais à l'Institut national du cancer, Ailleurs, les dépenses de recherche. Franck Amalak, ailleurs, mais où par exemple? Aux États-Unis? Partout, aux D'accord. États-Unis, et on n'est encore qu'au début de cette révolution technologique, parce que jusqu'à présent, c'était les États-Unis, l'Europe et le Japon. Aujourd'hui, la première source de brevets dans le monde, c'est la Chine, depuis l'année dernière. Donc ça va être la Chine, ça va être l'Inde, ça va être etc., avec des nombres d'ingénieurs et de chercheurs absolument colossaux. Donc ce sont des tendances qui sont extrêmement longues. La démographie, c'est des tendances sur des dizaines d'années. L'innovation, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Et donc ça pose la question, profondément au-delà des économies qu'on peut faire, de la durabilité des institutions qu'on a mis en place et des principes qui régissent ces institutions, qui datent, rappelons-le, en tout cas les principes du Conseil national de la résistance, c'est-à-dire de 1943, et on peut imaginer que le monde d'aujourd'hui a besoin de nouveaux principes que les principes que nous avons hérités de la guerre. Donc ça, c'est un premier préambule. Un deuxième point sur lequel je veux insister, en tout cas suivant les intervenants précédents, c'est qu'il faut bien faire la différence et la distinction entre les inégalités de santé, c'est-à-dire les inégalités dans l'état de santé finaux, les résultats en termes de santé, et les inégalités d'accès aux soins. La différence vient que, évidemment, la santé dépend en partie du fait que les gens se soignent, mais en très grosse partie dépend d'autres facteurs, les fameux déterminants sociaux de la santé. Les études qui ont été faites pour essayer de comprendre d'où vient l'extraordinaire allongement de l'espérance de vie que nous avons connu depuis la Seconde Guerre mondiale, et qui continue d'ailleurs, hein, puisque chaque année, en moyenne, nous gagnons, les personnes à naissance gagnent 0, enfin quelques mois d'espérance de vie, donc c'est quand même un processus qui continue. Et l'évaluation de d'où viennent ces gains d'espérance de vie montre qu'un tiers est imputable à l'amélioration des soins, donc de toutes les techniques et les stratégies thérapeutiques, et les 2 tiers sont imputables à tout le reste, donc ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé, qui vont de choses comme aussi simples que l'alimentation, qui vont de est-ce que les gens font de l'exercice ou ne font pas d'exercice, est-ce qu'ils ont des conduites à risque ou non, est-ce qu'ils vivent dans un environnement sain ou non, les pollutions de l'air, de l'eau et compagnie. Alors, je pense que cette distinction entre égalité d'accès aux soins et égalité de résultats de la santé est absolument essentielle pour les débats publics aujourd'hui. Parce que jusqu'à maintenant, on a voulu faire on a voulu, en partie parce qu'il y a une très forte influence du monde médical sur les politiques de santé en France, qui ont voulu mettre l'accent sur le soin. Et on sait bien que la France est, en comparaison à d'autres pays, un enfant pauvre en termes de prévention, notamment. Si on regarde, il y a un indicateur qui est très, très bon pour essayer de regarder la qualité de l'accès aux soins et la qualité des soins dans un pays, c'est l'espérance de vie à 65 ans. Pourquoi est-ce que c'est un bon indicateur? Parce que c'est à partir de 65 ans qu'arrive un certain nombre de problèmes de santé. Et finalement, si le système de soins est bon et performant, il va réussir à répondre à ces besoins et donc allonger d'autant l'espérance de vie, et donc à 65 ans. À 65 ans, si je me suis mis à la statistique, pour les femmes, la France, l'espérance de vie à 65 ans, c'est en France, donc les femmes ont une espérance de vie la plus longue, et pour les hommes, on est 2e ou 3e au niveau mondial. Ce qui montre véritablement que le système de soins, malgré toutes ses déficiences et ses limitations, est quand même un système particulièrement bon. Par contre, si on regarde la mortalité évitable avant 65 ans, problématique de suicide, problématique d'accident, problématique de maladie, donc avant 65 ans, la France, là, par contre, est en retard par rapport à un certain nombre de pays, et qui traduit son retard en termes de prévention. Alors, juste un dernier commentaire. Même si on parle sur la problématique spécifique de l'accès aux soins, égalité de l'accès aux soins, je pense que là aussi, il faut faire la distinction entre 2 types de pathologies. C'est bien connu aujourd'hui dans le débat justement sur la médecine à 2 vitesses. Il y a d'une part toutes les maladies chroniques, les fameuses affections de longue durée, pour lesquelles tout un chacun est remboursé pratiquement en 100% pour les soins. Ça c'est la loi. À partir du moment où vous avez une maladie cardiovasculaire de longue durée, un diabète, un cancer, etc., à ce moment-là, la prise en charge en France par l'assurance maladie, sans parler des mutuelles, est extrêmement bonne, puisque c'est en moyenne 95 ou 97% des frais qui sont remboursés. Donc là, c'est vraiment parfait. Si on regarde maintenant les maladies du quotidien, une grippe, une bronchite, etc.,
on se rend compte que la prise en charge par l'assurance maladie n'est que de 50% des dépenses. Donc là, est bien moindre. Et en effet, quand on dit qu'il y a des gens qui ne vont pas avoir recours à des soins pour des raisons économiques, on parle avant tout de recours à des soins pour ces pathologies qui sont les pathologies du quotidien. Pas pour un cancer, pas pour un truc très compliqué, parce que là, justement, il va être très bien pris en charge. Ça, c'est vrai, oui. Mais c'est plutôt pour les petites pathologies où vous allez devoir payer le différentiel sur la consultation du médecin, etc. etc. Voilà. Puis j'ai d'autres choses à dire sur l'innovation. Enfin, petite pathologie, ça dépend. Alors chacun peut le vivre différemment, mais en tout cas pas sur des cas lourds de cancer, effectivement, où ça c'est pas mentionné. C'est plutôt les rendez-vous avec les médecins, c'est le non-remboursement de certains médicaments, c'est les prix chers, etc., etc. Alors, et juste un dernier mot là-dessus. Quand on regarde l'augmentation des dépenses, donc les fameux 5 milliards dont je vous parlais au début, 85% de ces 5 milliards, donc 4 milliards et quelques, sont dus en fait à l'augmentation des dépenses des personnes qui sont en affection longue durée. C'est beaucoup le diabète, c'est beaucoup les cancers, maladies cardiovasculaires, etc. C'est là qu'est avant tout l'augmentation des dépenses. Et évidemment, pour pouvoir se payer l'innovation dans ces maladies très compliquées, on a tendance à essayer de réduire et de limiter les dépenses sur les maladies du quotidien. Alors Jean-Jacques Zambrowski, bonjour, bienvenue, et ne vous inquiétez pas, j'avais prévenu que vous aviez raté le train, que vous aviez pris le suivant. Et les malades disposent, et j'ai pas pu jeter mon malade à temps pour attraper le train. Voilà, et en plus vous prenez le train en marche ici pour la table ronde. Ça tombe bien par rapport à toutes vos études, tout ce que j'ai lu de vous, ce que je vous ai entendu de vous sur l'économie de la santé en général. J'aimerais bien vous amener sur le terrain de... En fait, la sécurité sociale, c'est quelque chose finalement qui tient à cœur à tout le monde, mais en même temps, d'un autre côté, on a entendu même durant ce forum des personnes qui avaient exprimé l'idée ou rapporté l'idée, pourquoi pas ne pas s'en débarrasser parce que c'est cher, ça coûte, et puis voilà, c'était une idée qui a été exprimée. Et moi, je souhaitais que vous nous disiez, Jean-Jacques Zambrowski, notre assurance maladie, elle a quand même des racines beaucoup plus profondes, beaucoup plus anciennes, et ça part d'une histoire, ça part de quelque chose qui d'ailleurs explique peut-être aussi la manière dont elle est aujourd'hui, son état aujourd'hui, si vous voulez bien. D'abord, je suis à nouveau désolé d'être en retard et donc de sauter dans un débat qui a commencé, mais j'ai écouté les derniers éléments de ce que disait M. Amalric. Alors c'est vrai que notre système d'assurance maladie et même plus largement de sécurité sociale, dont l'assurance maladie est l'un des 3 piliers avec la retraite de la sécurité sociale et tout ce qui est allocation familiale et prestations de ce genre. Quand on dit la sécu, c'est ça. Cette précision est vraiment ensemble. très importante, effectivement. Oui. Alors, l'idée est une idée de bonne conscience que l'on doit, pas très très loin de l'autre côté du Rhin, au chancelier Bismarck. Il existait auparavant des systèmes d'assurance, par exemple dans les manufactures royales que faisait fonctionner M. Colbert. Il y avait des assurances dans les corderies, parce que c'est là où les ouvriers qui travaillaient pour le roi étaient exposés à de graves dangers liés au travail. On avait l'habitude, pour que les autres continuent à travailler quand l'un d'entre eux se blessait, de lui apporter des secours et de ne pas faire supporter la charge de ces secours pour l'efficacité qu'ils avaient à l'époque. À sa famille. Donc c'est un vieux système. Et en fait, donc à peu près à l'époque de notre Napoléon III, le chancelier Bismarck, parce que chez nous comme chez lui, on transformait de braves paysans en ouvriers de mines ou de fonderies, où n'existait pas la moindre notion d'hygiène et de sécurité au travail comme aujourd'hui. Ces gens attrapaient très très vite des maladies terribles liées aux conditions de leur travail. Et il convenait de protéger leur santé, de tenter de la rétablir, de ne pas les laisser mourir dans des conditions odieuses. Là encore, peut-être pour se donner bonne conscience, peut-être aussi pour éviter que les autres refusent de venir travailler. Et puis parce que ces gens avaient des familles et qu'il fallait quand même aider quelque peu ces familles. C'est sur ce modèle que se sont construits les systèmes de sécurité sociale et d'assurance maladie anciens. Mais, chère Nadia Aubin, vous mettez là le doigt sur une notion centrale que j'ai quelque part entendue en filigrane de ce que disait Jacques Amalric à l'instant. Nous, on a une assurance maladie. À l'inverse d'autres pays qui n'avaient pas accès à ça, qui étaient trop pauvres à l'époque, les pays du sud de l'Europe par exemple, les Italiens, les Espagnols, on ne parlera même pas des Grecs, et qui, eux, ont mis en place des systèmes qui s'inspirent davantage
du modèle que les Anglais ont choisi d'installer au cours de la dernière guerre mondiale. Au cours de la dernière guerre mondiale, beaucoup d'hommes étaient militaires, naturellement, les femmes travaillaient à leur place, mais on s'est dit qu'il y avait toutes sortes de richesses en Angleterre, de lords, de gens qui ne faisaient pas la guerre, mais qui devaient contribuer, et d'autres qui devaient bénéficier. Et le personnage qui a inventé ce système s'appelait Lord Beveridge, et donc on a vu se développer en Europe 2 systèmes de santé. Ceux qui adoptent le modèle bismarckien, aujourd'hui c'est les Allemands, les Français, les Belges. Et puis ceux qui ont adopté un modèle qu'on appelle beveridgien, à cause de ce Lord Beveridge, ce sont les anglo-saxons et les pays du nord de l'Europe, les néerlandais, les scandinaves. Et puis les pays plus récemment, ayant plus récemment accédé à la protection, eh bien ce sont donc ceux du sud de l'Europe, italiens, espagnols, grecs. Et eux ont tiré le meilleur des deux. Nous, on a encore un système d'assurance maladie. On paye quand la maladie est arrivée. Et comme l'a très justement dit Franck Amalric, on n'a pas de véritable financement de la prévention. Le budget étiqueté prévention dans le budget de l'assurance maladie, c'est 3% pour fixer les idées. C'est essentiellement un système qui paye les soins. Et quand on dit ça aux responsables du système... Donc on est sur du curatif, en fait. Hein. C'est du curatif. Ouais. Et alors, il n'y a aucun problème, presque aucun problème, pour laisser accéder des gens à des soins extrêmement onéreux, mais qui, en bonne part, auraient pu être évités. Pas seulement les soins, mais tout le poids de la maladie arrivé à un stade sévère, si on avait, comme ça a été parfaitement dit, et je souscris 2000%, pris les mesures qui consistent à apprendre à manger, à apprendre à bouger, à apprendre à se surveiller, à apprendre à se brosser les dents, des choses qui pèsent sur notre système. Alors, nous avons donc un système dans lequel certains, pour diverses raisons éducatives, pas seulement économiques, vont eux-mêmes se mettre dans un système de sauvegarde de santé, de préservation du capital précieux qu'est leur santé, tandis que le plus grand nombre n'aura pas accès à ces éléments d'éducation, d'information, de vigilance, de détection, et donc on attendra qu'ils soient malades, ce qui est parfaitement ridicule et qui amène évidemment des dépenses à un niveau évidemment élevé, mais il y a toutes sortes d'autres facteurs dans l'inégalité que j'avais pointé en prévision de ce débat et sur lequel peut-être on reviendra plus tard. On y reviendra effectivement. Et d'ailleurs, avant que vous ne veniez, par exemple, on a aussi évoqué la question, toujours dans le curatif, vous me corrigez si je me trompe, de la capacité des uns à acheter certains produits chers et qui ne sont pas accessibles à tous. Voilà, 41 000 €, je crois, vous avez donné ce chiffre. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, voilà, on est remonté aux racines de notre sécurité sociale. Et puis, pointer aussi par-ci, par-là, ce qui coince, mais aussi rappeler ses vertus et rappeler aussi l'attachement républicain au système mutualiste, qui est celui du partage, en fait, qui est celui de la mutualisation. On peut se poser la question, si vous le voulez bien, Jean-Jacques, on peut se poser la question, alors une fois qu'on a dit ça, on a entendu aussi quelque chose d'autre tout au long de ce forum, c'est qu'on a envie de rationaliser pour ne pas devoir rationner. Et c'est ça, c'est quelque chose apparemment qui est là, qui devrait venir. Donc on a envie de dire, mais quelle perspective alors? Quelle perspective pour continuer à assurer cette égalité d'accès aux soins, ce devoir citoyen finalement? Alors on se tourne tout de suite vers l'élu, forcément, qui doit avoir toutes les solutions. Oui. Mais j'ai envie de dire, disons, comment est-ce qu'on peut échapper à une médecine à 2 vitesses? D'abord, je crois que fondamentalement, il faut que notre pays retrouve de la croissance. Un pays sans croissance ne peut pas consacrer chaque année autant d'argent en plus à son système de santé. Vous le rappelez, on dit qu'on fait des économies et en fait on dépense 4 à 5 milliards de plus. Mais si on laissait filer les dépenses, vous l'avez rappelé, M. Amalric, ce serait 7-8 milliards. Donc chaque année, premier exercice, durant l'été, c'est de dire combien il faut économiser. Cette année, pour 2015, 3,2 milliards d'économies à trouver.
Donc c'est compliqué, j'y reviendrai. Et donc ce qu'il faut, c'est créer de la croissance. Donc il faut retrouver de la compétitivité. Tant qu'on reste en panne de croissance, l'assurance maladie, dont le financement repose sur la marge de l'économie, ne pourra pas avoir des ressources supplémentaires. Et donc tout ce qui est fait pour que nous redevenions compétitifs sera utile. Les Allemands, il y a 10 ans de cela, étaient dans notre situation, ils se sont retroussés les manches, ils ont travaillé davantage. Leur système de santé qui était déficitaire accumule actuellement des excédents plusieurs dizaines de milliards. Mais les Allemands, quand le système commence à devenir un peu déficitaire, 3 milliards, on dit stop, il faut prendre des mesures. Nous, on attend en général qu'on en ait à 10 pour dire maintenant il faut un plan. Hein. Et puis ensuite on dit c'est tellement plus simple de filer cet argent à la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, c'est-à-dire en fait pour que nos enfants payent. Donc je suis très content aujourd'hui de savoir que ma petite fille va pouvoir payer les soins dont j'aurai besoin actuellement. Quand elle entrera dans sa vie professionnelle, elle payera déjà les antibiotiques, l'hospitalisation de son grand-père. Bon, enfin, c'est pour ça que j'essaie de me maintenir en forme. Donc ça, c'est déjà le premier problème. Deuxième, c'est naturellement, il faut centrer davantage l'assurance maladie, qui est l'expression de la solidarité. Ça reste vrai. C'est vraiment pour les Français l'expression la plus aboutie de la solidarité. Savoir qu'on sera soigné quand on en aura besoin. Sur le juste soin, il faut se centrer sur le juste soin. Et donc promouvoir d'abord un vrai parcours de soins. Je crois que c'est absolument indispensable pour éviter les parcours erratiques. On va voir le médecin, on va voir plusieurs médecins, on va voir l'hôpital, on revient de l'hôpital, on retourne à l'hôpital, sans que ce soit forcément justifié. Ensuite, il faut que nous retrouvions aussi un niveau de consommation de prescription, disons, qui soit limité et justifié. Et alors là, si vous voulez, on peut aujourd'hui encore, disons, en dire beaucoup de choses. Est-ce qu'il faut continuer? J'étais de ceux qui ont milité pour le déremboursement d'un certain nombre de médicaments. Je l'assume sans problème. Est-ce qu'il fallait mettre une classe de médicaments à 15%? Je n'étais pas favorable. Simplement, ça coûte 220 millions d'euros chaque année. Ce n'est pas des médicaments qui ont une efficacité extraordinaire. Je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas d'efficacité, mais est-ce qu'ils méritent d'être pris en charge? Alors, je peux vous faire comme ça une petite litanie, en vous disant, à un moment donné, j'ai dit, est-ce qu'il faut rembourser les cures thermales pour des gens qui ne sont pas souffrant d'une affection chronique? Donc, des gens qui n'ont pas d'affection chronique, ce sont des gens, en principe, comme moi, qui sont en bonne santé. Et pourtant, je pourrais prétendre chaque année une cure thermale. 250 millions. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. 80% des consultations se terminent par une prescription de médicaments ou d'autres choses. Et si le médecin, par hasard, vous dit « mais on n'avait pas besoin de prescription », le patient le regarde en disant « attendez voir, il n'honore pas, alors on honore le médecin, mais il n'honore pas le mal-être, mon problème de santé comme je pense qu'il devrait le faire ». Donc il y a à retrouver de bonnes habitudes. Ensuite, il y a, je dirais, toutes les économies qu'il faut faire, qu'on peut faire. Et alors là, il y en a à l'hôpital. La fédération hospitalière considère que seuls 72% des soins, des traitements qui sont mis en œuvre à l'hôpital sont réellement justifiés par la situation de santé du patient. Aux États-Unis, on considère qu'il y a, je crois, 700 ou 4 000 milliards, enfin une somme colossale, ce qui veut dire qu'en France, si on le rappelait à la France, c'est 40 milliards d'euros qui seraient dépensés inutilement. Donc je veux dire, il y a toujours de la marge malgré les progrès que nous avons faits. Nous sommes ici en Alsace, parce qu'on se dit toujours qu'on est naturellement, nous on consomme différemment. Nous consommons toujours davantage, disons, nous consommons toujours nous sommes toujours parmi ceux qui consomment le moins de générique. D'accord. Voilà, parce que nous considérons que, oui, le générique, c'est peut-être pas aussi bien que... Bon, donc, le deuxième point, je crois que, je terminerai en étant peut-être un peu plus court, c'est il faut mieux organiser notre système de soins. Là aussi, aujourd'hui, quand on rencontre des jeunes médecins, ils ne veulent plus travailler seuls. Donc, il faut trouver une autre organisation. En groupe, en exercice groupé, en équipe, il y a vraiment un travail à faire. À l'hôpital, je
représente la fédération hospitalière, donc de temps en temps, je dis quand même les choses, mais je crois qu'aujourd'hui, l'hôpital est une immense machine qui a du mal à s'adapter à l'innovation. Je prends 2-3 exemples, vous comprendrez facilement. On a parlé des hépatites C. Combien de séjours hospitaliers, docteur, pour quelqu'un qui souffre d'une hépatite De nos jours, zéro. De nos jours, zéro, mais combien il y en avait? Et combien l'hôpital finalement, va perdre de clients? Aujourd'hui, une prothèse de la hanche. J'ai des amis auxquels on a posé des prothèses de la hanche. 2 jours d'hospitalisation. J'ai le souvenir, dans le temps, c'était 10 jours, plus 3 semaines de cure. Aujourd'hui, 2 jours, on vous renvoie à la maison. Un professeur de radiologie ici à Strasbourg me disait qu'il pouvait maintenant traiter par cryothérapie et j'en dire par cathétérisme des tumeurs du rein pratiquement en ambulatoire. Vous avez 2 jours d'hôpital, c'est terminé. Donc là, il y a une révolution qui est en train de se passer et qui voudra dire qu'il faudra peut-être moins d'hôtellerie et davantage de spécialisation. Et enfin, je voudrais quand même dire quelque chose par rapport aux personnes âgées. Et c'est vrai qu'on dit tout souvent que notre système de soins doit payer aussi le vieillissement de la population. C'est partiellement vrai, mais ce n'est que partiellement vrai. J'ai fait partie, pendant que j'étais parlementaire, des débats du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le HCAM, et on a établi clairement que le coût supplémentaire supposé pour les personnes âgées, notamment quand elles sont confrontées à la dépendance, est lié essentiellement à la mauvaise organisation du parcours de soins. Et qu'on les retrouve trop souvent à l'hôpital alors qu'ils ne devraient pas y être. Ils encombrent les urgences alors qu'ils ne devraient pas y être. Et donc, si on organisait correctement le parcours de soins pour les maintenir le plus longtemps possible à domicile, le vieillissement n'est pas en soi un facteur déterminant, sauf naturellement les questions de maladies chroniques, de dépenses supplémentaires. Alors, je termine sur la prévention parce que c'est important. C'est important, effectivement. Oui. Et je crois que si on parle de prévention, c'est simplement pour dire à un moment donné, nous sommes actuellement, et c'est le défi de l'assurance maladie, nous devons être, alors je passe les derniers chiffres, mais je me rappelle, il y a 4-5 ans, on était 8 millions de gens qui sont en maladie chronique longue durée, les ALD, maladie chronique longue durée. On évolue tout doucement vers 12, 13. On est à 15. On est à 15. C'est encore évolué beaucoup plus vite que je ne pensais. Et bien, le problème de la prévention, c'est de faire en sorte que l'on puisse vieillir plus longtemps, sans maladie, sans pathologie. Et pour ça, naturellement, il faut boire un peu moins, il faut manger un peu mieux, il ne faut pas fumer, il faut faire un peu de sport, enfin, rien que des choses qui sont quand même assez désagréables. Et c'est quand même nettement plus facile de demander à un médecin de nous prescrire un médicament pour régler tout ça, alors que peut-être un diabète 2 se stabilise au début, simplement en faisant de l'exercice physique. Une tension se stabilise en faisant de l'exercice physique, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué et ça demande plus d'efforts que d'avaler une pilule. Donc la prévention est extrêmement importante et tant que nous n'investirons pas davantage dans un système organisé de prévention, nous aurons naturellement des coûts de soins qui vont continuer à exploser. Anne-Gervais, vous souhaitiez intervenir avant que je passe dans la salle pour donner la parole au public. Il y a une chose très importante à comprendre, c'est que non seulement notre système favorise le curatif, mais il favorise l'inflation du curatif. C'est-à-dire le fait que nous ayons un mode de fonctionnement en paiement à l'acte en ville ou en paiement à l'acte à l'hôpital est un souci. C'est un vrai souci. Parce qu'on forcément, si vous avez un budget contraint avec un objectif national de dépenses, avec une enveloppe fixe, si vous voulez garder avec le vieillissement à l'hôpital, le fait que vous avez des charges d'électricité qui montent ou autre, on vous demande de faire un peu plus d'activité pour avoir à peu près ce qu'il faut pour tourner. Donc ça, c'est complètement pervers. Trouver un moyen, mais ça va sans doute heurter peut-être des sensibilités aussi bien en ville qu'à l'hôpital, pour payer les gens, peut-être à la capitation, par exemple. Vous êtes suivi par un médecin référent et après tout, il s'organise pour savoir s'il veut vous faire revenir tous les mois pour renouveler votre ordonnance, ce qui ne me semble pas très pertinent, ou il vous fait votre ordonnance pour 6 mois et il se débrouille pour en voir d'autres qui ont plus besoin. Pourquoi pas? Donc il faut peut-être revoir tout ce mode de fonctionnement en plus du parcours de soins, en plus du reste. Et effectivement, peut-être qu'on va se heurter à des lobbies, en tout cas des freins idéologiques de certains. De toute façon, ce qu'il faut garder en tête,
c'est qu'effectivement, il va falloir s'adapter dans le mode de fonctionnement et se rendre compte que la dépense de santé n'est pas une dépense, mais un investissement. Ça a un coût, mais c'est du bénéfice, c'est des recettes. Et on sait qu'il y a des coefficients multiplicateurs qui montrent les bénéfices en économie. Monsieur Amalric le sait mieux que moi, je pense. Pour 1 euro investi, combien ça rapporte à la collectivité? Pour la santé, c'est 4 euros. Pour la défense, c'est moins 0,5. Donc, si vous voulez, vous avez à savoir si ça n'est pas seulement un coût, mais aussi un bénéfice. C'est ça. Alors, avant de nous tourner vers la salle, peut-être d'une manière très brève, Monsieur Zambrowski, de toute façon, vous avez encore 1 heure avec le public, vous pourrez vraiment parler. Dites-moi. Je ne vais donc pas détailler maintenant à quel point je suis en désaccord absolu avec ce qui vient d'être dit à plusieurs égards, notamment parce que... C'est intéressant d'être en désaccord aussi. Pardonnez-moi. C'est intéressant aussi. Oui, mais je vais alors simplement dire, moi je suis hospitalier, que je vois un malade ou 100 malades, je suis mal rémunéré, mais pas plus, ou pas moins. Par contre... On est dans le même hôpital, on ne s'est jamais vu, oui, c'est bizarre. bah oui, c'est que vous êtes avec votre boulot, moi je suis avec le mien, et que comme c'est une tour verticale, personne ne croise jamais personne. C'est mal foutu. Et c'est un hôpital où on ne communique pas, c'est d'ailleurs l'un des éléments du problème. On continue sur votre... Non, mais je reste à ça. Sur ce que vous souhaitiez dire. Oui. Non, ce que je souhaite dire, c'est que... Après, si vous voulez, vous faites connaissance après non, le mais forum. c'est bien. Depuis 15 ans, ça mérite. Ça fait 15 ans que je travaille là, ça mérite. Moi, je suis dans cet hôpital depuis 35 ans. Effectivement, je ne connais pas tout le monde et j'ai malheureusement pas beaucoup de temps. Et vous ne savez pas quoi, franchement, nous, on a envie d'écouter votre pensée. C'est pas ça l'objet. Et pas votre, la pensée, c'est que vous avez vie. dit l'élément clé. Vous avez dit tout à l'heure, c'est d'ailleurs un motto sur lequel je m'accroche régulièrement, rationaliser pour ne pas devoir rationner. Oui, j'ai noté dans votre interview, lorsque je vous ai fait l'interview, rationaliser pour ne pas avoir à rationner. Alors je reste fidèle à cette idée-là. Oui. Pourquoi ? Parce que finalement, le déficit dont on nous parle, c'est quelque chose de l'ordre de 5%. On va dire c'est beaucoup, mais 5%, quand on dit à un entrepreneur, à un responsable d'usine qu'il faut trouver 5% de productivité, ça frotte un peu, mais il y arrive. Nous, on n'y arrive pas. Parce qu'on ne va pas au bout, et là je suis d'accord avec ce qu'a dit ma collègue votre consoeur. Et consoeur, il y a un considérable gâchis par défaut de rationalisation des pratiques. Monsieur Bure parlait de la redondance inutile de toutes sortes de pratiques et d'examens ou de fait que la Sécu rembourse de manière impavide la gourmandise de consommation médicale qu'on induit chez certains. Et précisément, lorsqu'il n'y a pas la notion d'acte, et on voit ça à la capitation anglaise, ça entraîne une surconsommation. La seule légitimité du combat de certains aujourd'hui, au-delà au tiers payant, c'est que ça multiplie la consommation. On l'a vu avec les gens qui ont eu la CMU. On peut comprendre, c'est pas du tout illogique. Mais ça a induit une surconsommation de gens qui avaient été frustrés de soins, il est vrai, pendant trop longtemps. Donc la juste idée, c'est de rationaliser les pratiques. Mais ça suppose que si les médecins doivent apprendre à rationaliser les pratiques, le patient devrait être formé à rationaliser sa demande. Or, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Si on parle des urgences de notre hôpital commun, ces urgences, elles reçoivent plusieurs centaines de patients par jour, ça veut dire plusieurs dizaines de patients chaque heure, qui font que les véritables urgences, qui sont heureusement les moins nombreuses, peinent à être traitées dans le délai qui satisferait les uns et les autres, parce que les urgences sont encombrées de gens qui mal consomment. Donc c'est ça, rationaliser aussi. Notre système, il a tout ce qu'il faut, et en termes de ressources financières, et en termes de moyens. Et je pense que c'est la préoccupation de tout le monde, c'est juste de le préserver parce qu'il est très beau. Franck Amalric, avant, pour moi, de passer à la salle. Et puis, je ne vous oublie pas, Marie, hein, d'accord ? Donc, en une seconde, juste pour renforcer le trait que ce panel n'est pas d'accord sur grand-chose, moi, je n'aime pas du tout la phrase « rationaliser pour rationner ». Rationaliser pour ne pas avoir à rationner. J'aime pas, je vais vous dire pourquoi j'aime pas. C'est la politique officielle des gouvernements, c'est au moins depuis une dizaine d'années, dit pour ne pas rentrer dans le grand débat politique sur qu'est-ce qu'on va rationner, on dit on va
rationaliser. C'est une façon de faire sortir un débat qui devrait rentrer de plein pied dans le débat politique. On n'a pratiquement pas parlé de santé lors de la dernière élection présidentielle. Finalement, quand on dit on va rationaliser pour ne pas rationner, c'est une manière de sortir la problématique du débat politique. Pourquoi? Parce que rationaliser, c'est fondamentalement un problème de gestion. C'est pas un problème de choix. D'accord? Et je me souviens avoir entendu l'ancien directeur général de l'assurance maladie dire, en 2009, juste au moment où les déficits se sont creusés à nouveau du fait de la crise financière, et depuis les déficits, ils restent à peu près à ce niveau-là, il a dit il n'y a plus de solution technique, il n'y a qu'une solution politique. Et je suis persuadé qu'à terme, parce que le problème il n'est pas juste transitoire, qu'à terme il faudra en faire un grand débat politique. Et il me semble que de dire il faut rationaliser pour ne pas rationner, c'est finalement ne faire que repousser l'échéance de ce grand débat politique dont nous avons besoin sur les principes qui sous-tendent le système de santé. Juste 2 mots. Le fait est qu'aujourd'hui on rationne, il y a du rationnement. Quand on dit il faut rationaliser pour ne pas rationner, on rationne de fait. Qu'est-ce qu'on rationne? On rationne l'accès à certaines innovations de plus en plus, ou pas tellement sur le médicament, mais sur d'autres formes d'innovation, sur le dispositif médical. Les temps d'accès sur le marché français sont allongés justement parce qu'on a du mal à se payer cette forme d'innovation. Donc ça, c'est un rationnement. Il y a du rationnement par les déserts médicaux. De fait, aujourd'hui, c'est une des symptômes de ce rationnement qui est là, qui sous-tend. Il y a du rationnement par les files d'attente pour l'accès à des spécialistes, à des examens, etc. Et puis, il y a du rationnement par la qualité des médecins. Tous les médecins ne sont pas égaux en termes de qualité. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le développement professionnel continu, qui permet à chaque médecin de se former, chaque professionnel de santé de continuer à se former tout au long de la vie. Aujourd'hui, il est financé à 1/3 de ce qu'il aurait besoin si la règle était respectée. C'est-à-dire si tous les médecins allaient en effet suivre la formation qu'ils devraient suivre, le niveau de financement aujourd'hui est à 1/3 de ce qu'il devrait. Donc une autre forme de rationnement. De toute façon, le rationnement, il y a à partir du moment où le soin n'est pas l'ensemble des déterminants de santé, on choisit certaines choses. Par exemple, je ne sais pas, le prix des fruits et légumes, je ne sais pas si vous avez regardé, c'est cher le prix des fruits et légumes, pour manger 5 fruits et légumes tous les jours. D'accord? Et ça, c'est un déterminant de la santé. Donc là, on ne fait rien. Donc à partir du moment où des gens ne peuvent pas se payer de manger de façon équilibrée, évidemment, il y a une forme de rationnement. Donc il y a de toute façon dans le système de santé, si on le prend dans sa globalité, des choix à faire, des rationnements. L'idée, on ne rationne pas, ça ne s'applique à une toute petite partie des déterminants du système de santé. Moi, je pense qu'il faut, au lieu de dire il faut rationaliser pour ne pas rationner, moi, je serais pour dire quels sont les choix qu'on doit faire et ouvrons ces choix de façon la plus ouverte possible. Oui, parce que ça implique un débat, un dialogue, effectivement. Marie, on va vous écouter. Marie Ndeuil, vous voulez quand vous êtes prête? Ça vous va? Oui. Non, mais vous me dites, on a encore 1 heure, il n'y a pas de souci. Vous voulez parler après, il n'y a pas de souci. Alors, on va se tourner vers la salle. Alors, est-ce que je peux avoir... Oui, je vais m'offrir le privilège de poser la première question. En fait, un médecin qui travaille en libéral, il a une responsabilité, c'est de ne pas faire faillite. Donc, il est obligé de faire des actes. À l'hôpital, mon directeur d'hôpital, il demande à mon service de faire des actes. Et d'ailleurs, quand il y a une baisse d'activité, pour une raison ou pour une autre, celui qui me téléphone tout de suite, c'est mon directeur d'hôpital qui me dit « Attendez, on va faire faillite ». Et donc, on demande au corps médical d'avoir une vertu, c'est-à-dire de moins dépenser, et on demande aux patients d'être vertueux, c'est-à-dire de moins consommer. Est-ce que vous ne pensez pas que la fragilité existentielle de notre système repose sur le fait qu'il repose sur une double vertu et que ça ne marche pas? Sans doute oui, mais c'est la faiblesse. Alors, s'agissant des patients, encore une fois, qu'est-ce qui pousse un patient à avoir besoin ou envie ou à vouloir transférer sur de la demande de santé quelque chose qui est de l'ordre du social, du sociétal, de l'économique, qui a des racines bien plus larges que simplement la santé? Oui. Et puis deuxièmement, quant au directeur d'hôpital, dans le système dans lequel on est,
qui a une perversité considérable, qu'on a cru vertueux. La tarification à l'activité, c'est une façon de pousser à l'inflation, à sélectionner des pathologies rémunératrices, à exclure des pathologies qu'on voudrait prendre en charge, mais on se fait taper dessus. Donc ça, c'est évident. On a remplacé une forme de perversion par une autre. Maintenant, préférer la vertu Une vertu à l'autre. au vice, c'est pas évitable. Juste sur les dépassements, tarification à l'acte, je vous rassure, on a entendu depuis lundi énormément de médecins poser des questions là-dessus, voire la remettre en cause. Ben, Alors, elle est il y a eu remise de la en question. critique, il y a beaucoup de critiques ici. La tarification voilà. à l'activité. Il faut être honnête et de le dire. Ouais. Il faut rappeler que le système, il est que quand un patient arrive, chaque patient qui arrive avec un sac à dos dans lequel il y a un chèque. Alors, quand on a une durée de séjour qui est inférieure pour schématiser, à la moyenne de ce qui est dans le tarif, on s'en sort à peu près. Dès qu'il reste un jour de plus, on commence à perdre de l'argent. Alors, on se fait engueuler. On nous tient par la durée moyenne de séjour. Ça, c'est pas acceptable, effectivement. Alors, juste, il y a 2 demandes de parole, madame, et puis il y a encore une dame là-bas. Ensuite, on revient à cet endroit-là. Madame. C'est tout à fait un avis tout à fait terre à terre. Hein. J'ai un beau-frère qui est chirurgien, une belle-sœur anesthésiste, un autre beau-frère qui est généraliste. Et je dis à un des frères, les grandes parties de sécurité sociale, les grands trous de sécurité sociale, c'est vous les médecins. Il m'a dit en réponse, Martine, en grande partie, tu as raison. Et tout le business médical, je le connais entre les pharmaciens, les laboratoires et tout le reste. Les malades ne savent plus où ils sont. Ils vont sur Internet. Ils se soignent maintenant sur Internet. Moi-même, je ne traîne pas sur Internet, mais j'évite autant que possible les cures thermales, les médicaments. Est-ce que les médecins, les généralistes peuvent dire à des malades, mon mari était malade d'un grand cancer à Paris avec un grand médecin. Il lui a dit, monsieur, vous avez pour 1 an. Il a 8 ans qu'il a été opéré. Il n'est pas été opéré, c'est d'un cancer à petites cellules. Il s'est soigné dans la tête sans avoir des médicaments. Il ne court pas les médecins, il est soigné régulièrement. Pourquoi les médecins, les généralistes, les autres ne donnent pas des conseils pratiques de la vie de tous les jours, de faire du sport, des indications spéciales et bien donner de la prévention aux gens? Et c'est ça la médecine. Se prendre en main, tout le monde, chacun, se responsabiliser. Et pourquoi les médecins ne font pas ce travail et ne donnent pas assez de conseils aux malades quand ils viennent? C'est tout le business médical. Excusez-moi, mais le reste, je pense, tout est dit. Voilà. Ben, merci madame pour cette intervention. C'est un point de vue. Il est à entendre, mais on entend derrière toute la question du rôle de la prévention et pas que de la molécule. Alors, si vous voulez répondre, n'hésitez pas. Oui, Franck. Allez-y, je vais vers madame, je ne sais pas où elle est maintenant. Juste 2 mots. Un sur les dépassements d'honoraires et les médecins. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que les médecins qui sortent des universités, il n'y en a que 10% qui s'installent en libéral. Donc ça veut dire qu'a priori, ça ne doit pas être un métier si attractif que ça aujourd'hui, puisqu'il y a si peu de médecins, et c'est quand même quand on parle des déserts médicaux, c'est pas juste un désert médical aujourd'hui, c'est qu'elles seront dans le futur, à partir du moment où les étudiants, ils choisissent à 10% simplement d'aller s'installer, notamment en médecin généraliste. J'ai pas l'impression aujourd'hui qu'ils se sentent particulièrement valorisés dans leur métier, et on voit bien qu'on a des problèmes pour que des nouveaux médecins aillent s'installer dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de médecins. Donc c'est une forme de rationnement. À partir du moment où on essaye de limiter tout ça, il arrive un moment où les gens ils n'ont plus nécessairement envie de jouer ce rôle-là. Même à l'hôpital, il y a de grandes difficultés aujourd'hui sur un certain nombre de postes pour trouver des médecins. L'autre problème, la prévention. Moi, je ne connais aucune étude économique qui a montré que la prévention allait réduire les coûts sur le long terme. Il n'y a pas. Pourquoi ? Parce que sur les grandes pathologies comme le cancer, etc., pourquoi ? Parce que de toute façon, vous allez résoudre un problème et vous allez avoir d'autres pathologies qui vont émerger, etc. L'idée que la prévention, plus d'investissement dans la prévention, à terme, va véritablement résoudre, c'est une question en l'air. Il n'y a aucune démonstration qui ait jamais été faite là-dessus. Ça serait des études très très longues qui ne peuvent pas être montées. À vous, Anne. Je pense quand même, s'il vous plaît, je pense quand même que la prévention est quelque chose de totalement fondamental. Le rôle de l'hépatologue reste en consultation de dire 10 fois sur 10, arrêtez de boire de l'alcool. C'est dur de vous dire ça en Alsace, comme vous avez quand même une qualité de vie particulière, mais c'est quand même ça la base du rôle de l'hépatologue. Donc,
Oui, j'attends les sifflets, s'il vous plaît. Donc, oui, bien sûr, c'est fondamental, sauf que la médecine, elle est quadruple, comme je vous ai dit. Elle est préventive avec la prévention, elle est prédictive, elle est curative et elle est palliative. Et on fait tout ça et on doit faire tout ça. Et il faut se poser la question, non seulement, bien sûr, du rationnement et de la détermination de nos objectifs, et ça doit être collectif, mais aussi de quelles sont nos recettes, notre organisation pour les dépenser, mais la façon dont on va engranger des recettes dans l'assurance collective qu'on décide de contracter ensemble. Vous dépensez en moyenne 100 € par mois pour avoir une assurance complémentaire médiane, moyenne. Au bout de l'année, ça vous fait 1 200 €. D'accord ? Donc, pour la plupart d'entre vous, collectiviser, je suis désolée d'utiliser ce terme, on dit de nos jours mutualiser, la dépense, et en fait, serait plus économique. C'est plus économique parce qu'en fait, la Sécu dépense pour ses frais de gestion 6 milliards. C'est 5%. 5% de son budget. Donc, en fait, c'est la même chose que les assurances privées, les mutuelles. Ils dépensent 6 milliards de frais de gestion. 6 milliards pour 15% de leur budget. Or, les assurances privées, les mutuelles, c'est 14% des remboursements. La sécurité sociale dans sa branche maladie, c'est 73% des remboursements. Donc, objectivement, il faut non seulement penser les coûts, penser nos objectifs de dépenses, sans doute les rationaliser en tout cas, mais en plus, se poser des questions sur le système en général, la façon dont on dépense et comment on reçoit la recette. Voilà. Ça voudrait dire qu'il faudrait mieux mettre l'argent de la gestion des mutuelles sur la sécurité sociale. Eh bien, pourquoi pas ? Non, je voulais qu'on le... Alors, oui, il y a madame justement qui vient de dire quelque chose qui va bien, à mon avis, vous plaire, monsieur Bure. Oui, alors c'était pas du tout pour ça que j'avais demandé la parole. Mais on appelle ça le régime local, madame, ce que vous préconisez, et c'est bénéficiaire. Mais je suis pour. Je suis pas forcément pour l'alcool, mais je suis pour le régime Alsace-Moselle. Voilà. Mais c'est pas mon thème quand même. C'est pas de ça que je voudrais parler. En fait, je voulais parler du rationnement. Il se trouve, alors là, je vais parler de quelque chose qui me touche de près, donc c'est difficile. J'ai dans mon proche entourage quelqu'un qui a été contaminé par les transfusions, qui a eu le VHC, qui l'a toujours, puisque ça ne part pas. Sauf avec ce médicament maintenant, mais pour ça, il faut attendre d'avoir la cirrhose. D'abord, il faut qu'il soit très malade, et ensuite, il aura. Maintenant, pour l'instant, il n'est pas malade, tant mieux, hein, mais le VHC, ça ne part pas tout seul, normalement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une extrême injustice à dire, on vous contamine, c'est gratuit, mais pour le médicament, ça c'est trop cher, hein? Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de très inéquitable là-dedans? Non seulement c'est injuste, mais c'est incompréhensible. Parce que le coût de recherche d'un médicament, c'est 600 millions à 1 milliard d'euros. D'accord ? Le coût du rachat de Pharmacet par Gilead, c'était 11 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'actuellement, les sécurités sociales, les assurances maladies publiques des pays développés ou privés aux États-Unis sont en train de solvabiliser les opérations boursières des laboratoires pharmaceutiques. C'est ça qui se passe. Donc votre proche contaminé pourrait être traité pour 150 $, pour 12 semaines, si on voulait bien être cohérent dans nos choix. Le 15 avril 1994, il y a la déclaration de Marrakech qui a trait aux droits de propriété intellectuelle et commerciale. Ça a été une déclaration de façon à permettre aux pays du tiers-monde d'avoir accès aux antirétroviraux, à l'infection du VIH. Il se trouve que cette déclaration de Marrakech, qui est dans l'annexe C, l'article 27, reportez-vous à cette déclaration, vous verrez qu'on pourrait très bien l'appliquer pour les maladies infectieuses du type VHC dans les pays développés, si les laboratoires ne font pas ce qu'il faut pour permettre à tous les malades d'y avoir accès. Attendez, je vais vous redonner le micro, comme ça on va vous entendre, sinon on ne vous entendra pas et vous aurez mal à la voix. C'est tout de même le système de... Je suis entièrement d'accord sur ce que vous dites sur la propriété intellectuelle, hein. En plus, je milite pour ça, donc je suis tout à fait d'accord. Mais, néanmoins, c'est le système de santé français qui a rendu mon proche malade. Hein? Oui, et là, et là, que fait-il? Bien sûr. Je crois que ça ne se discute pas. Il faut Monsieur traiter. Bure, je crois, a envie de prendre la parole là-dessus aussi.
c'est un problème spécifique, effectivement, d'aléas thérapeutiques. Hein, et on ne comprend pas pourquoi on est victime, quelque part, d'un problème lié au système de soins et que, en contrepartie, on ne mobilise pas l'argent nécessaire immédiatement pour ne pas entrer en maladie. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La personne en question bénéficiera du traitement quand elle en aura vraiment besoin ou quand elle commencera à en avoir besoin. Mais c'est un sujet qui dépasse, je dirais, un problème plus général. Mais ça pose la question de l'innovation et de l'accès à l'innovation. Je dirais, à quel stade est-ce qu'on va généraliser cet accès ou est-ce qu'on va le limiter pour ne pas faire en sorte que les finances publiques explosent. Mais je voudrais revenir sur la question du financement parce que là aussi, c'est vrai que vous avez abordé, docteur, une question sur les différentes masses en jeu. L'assurance maladie, grosso modo, c'est 200 millions. Milliards, oui, je serais 200 millions, je serais merveilleux. Toi. Pour ce prix-là, tu n'as plus rien. 200 milliards. Le système des complémentaires, c'est 32 milliards. Et c'est vrai qu'il y a 6 milliards de frais de gestion. À un moment donné, j'avais émis l'idée que, effectivement, si nous prenons le régime local, qui a un chiffre d'affaires de l'ordre de 450-460 millions d'euros, rapporté aux 2 millions d'Alsaciens, Mosellans qui sont couverts au niveau national, ça ne représente pas des sommes aussi conséquentes. En gros, il faudrait peut-être mobiliser 2% de CSG, 24 milliards. On est à peu près dans l'échelle de grandeur. Le problème, après, comment objecter, c'est de dire, quitte de tout le personnel qui se trouve dans le système d'assurance complémentaire, dans les mutuelles. Il doit y avoir, je ne sais pas moi, des dizaines de milliers de personnes qui sont là-dedans. Et donc, faire des révolutions de ce type, nous sommes quasiment incapables de le faire. En Allemagne, on a pris le taureau par les cornes et on a remis de l'ordre dans l'ensemble du système. Ça a été au prix de licenciements, de réorganisation, mais aujourd'hui, leur système est équilibré tant qu'ils ont de la croissance. Rassurez-vous, quand ils n'auront plus de croissance, ils auront les mêmes problèmes. Et donc, il y a cet aspect-là. Alors, je voudrais juste revenir sur une petite remarque. Vous avez dit que notre système, le régime local, est bénéficiaire. Mettons les choses bien au point. Les Alsaciens ne sont pas plus vertueux, ni même les Mosellans, que l'ensemble des Français. Nous cotisons tous à l'assurance maladie. Nous dépensons, Alsaciens et Mosellans, autant, sinon même un peu plus, que la moyenne nationale. Pour la bonne et simple raison, c'est que nous sommes mieux couverts par le régime local, et donc nous mettons un peu moins au bout. Ce qui est équilibré, ce qui est excédentaire, c'est le régime local qui est une assurance complémentaire, une sorte de mutuelle obligatoire, et qui doit avoir actuellement un peu plus de 200 et 300 millions, je ne sais pas très bien sur le site, on n'arrive pas à le trouver, donc ça doit être caché, de réserve. Donc nous consommons ici en Alsace autant, et nous consommons aussi mal parfois que les autres Français. Oui. Donc je crois qu'il faut qu'on se sorte ça de la tête pour que les choses soient dites. Je voudrais une dernière intervention pour parler politique. Parce qu'on parle de... Je ne sais pas si on parle de la même chose. Parce qu'on dit rationnement. Et c'est vrai que vous appliquez le mot rationnement à dire personne ne veut plus s'installer à la campagne. C'est une forme de rationnement, je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'il est organisé point d'interrogation. Dans les hôpitaux, il y a naturellement la mise en œuvre d'une tarification à l'acte qui a été comme une révolution utile pour l'hôpital. Ne nous le cachons pas, avec ses limites, on y arrive. Je crois qu'il faut ensuite l'équilibrer. Mais ces rationnements par l'attente, rationnement par rapport à l'innovation, rapprochement des armes médicales, j'ai envie de vous poser la question parce que vous me dites, c'est les politiques, oui. Moi, je pense que j'ai fait œuvre utile quand j'ai proposé un certain nombre, j'ai envie de dire, de changements dans les pratiques de prescription, dans les pratiques d'utilisation du système de soins, pour des produits que nous considérions, avec beaucoup d'autres, avec notamment les médecins et le monde scientifique, comme n'étant plus justifiés au remboursement, c'est-à-dire à la prise en charge par la collectivité. Et pour réserver ce remboursement, cet argent,
Alors, c'est rationalisé, je considère que ce n'est pas rationné. Maintenant, j'ai envie de vous interroger pour dire, vous nous dites il faut faire des vrais choix politiques. Alors, on va essayer d'aller jusqu'au bout de la démarche. C'est quoi, d'après vous, un vrai choix politique dans la santé, autrement que de revenir sur la tarification à l'activité ou de dire, ben, nous allons décider, aucun gouvernement ne l'a osé, c'est de dire, tout médecin, tout étudiant qui sort d'études de médecine doit faire 5 ans dans un territoire désertique. Enfin, désertique, autrement dit. Hein. Bon, c'est très relatif, parce que, je vous ai dit, il y a les territoires ruraux, mais il y a aussi nos banlieues. Je suis maire de Ningolsheim, 3 médecins généralistes sont partis à la retraite l'an dernier, pas remplacés. Et je m'inquiète en tant que maire. L'ARS ne s'inquiète pas, parce qu'on est loin des ratios de désertification. Qu'est-ce que je dois proposer? Et c'est là où on a la difficulté dans notre système de proposer quelque chose. Donc cette désertification, elle existe dans nos villes, pas uniquement à la campagne. Je croyais à un moment donné, quand j'ai fait une mission sur les agences régionales de santé, je me suis dit, je suis arrivé à Marseille, je me suis dit, bon, ici, il n'y a pas de problème d'organisation du système, tous les médecins sont sur la côte, enfin au sud, et en fait, ils ne sont pas tous au sud, ils sont sur la mer. Et une fois que vous avez quitté la mer, à 40 km de la mer, vous avez les mêmes problèmes que dans les autres territoires. Donc ce problème est un problème effectivement général, et c'est savoir comment est-ce qu'on peut organiser autrement notre système pour que, quelque part, les Français puissent effectivement accéder à des soins de qualité sur quel que soit l'endroit où se situe sur le territoire français. Alors j'ai bien vu les demandes de parole, mais on retourne à la salle un petit peu et on reviendra à vous. Mais une phrase courte alors, Monsieur Zambrowski. Il n'y a peut-être pas une politique de rationnement voulue par les politiques, d'ailleurs. Non, mais là en plus on vous entend même pas. Non, une seule phrase. Il n'y a peut-être pas une politique de rationnement voulue, délibérée, mais il n'y a pas une politique de non-rationnement qui soit délibérée. Bon. Et donc il faut peut-être le voir dans ce sens-là. Très bien. Alors on retourne à la salle. Pascal Landin, j'œuvre pour simplifier la relation soignant-soigné d'une manière législative. Et les questions que j'aimerais que vous ouvriez, comme dans ce débat, sont deux. L'une, c'est commenter sur le fait que les études montrent que quand un médecin dialogue avec son patient, on arrive à une réduction de 30% des coûts du soin. Donc ça, c'est un premier point. Et le second qui est corollaire, qui est le dossier médical personnalisé. Quelles sont les données qui démontrent que ça réduit significativement le coût du soin? Alors je vous propose de garder bien en tête cette question. Je vais en prendre une deuxième parce qu'il y a encore d'autres demandes de parole. Comme ça, on n'aura pas de frustration. Oui. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, monsieur Bure. Je suis Yvonne Brevert. Voilà, j'étais enseignante il y a quelques années encore en SVT et je me base sur mon expérience professionnelle pour une remarque et une suggestion. Première remarque, en tant que prof de SVT, on a été beaucoup sollicité pour faire de la prévention. Il y a 40 ans, ça a commencé par la contraception. Et puis après, au fur et à mesure que les problèmes de santé apparaissent dans la population, on fait appel aux enseignants de faire de la prévention pour essayer de réduire. Donc, c'est rajouter la prévention par rapport aux maladies nutritionnelles, la prévention par rapport au sida, la prévention, enfin, je pourrais en citer beaucoup. Et en voulant faire de la prévention, en essayant d'en faire, en faisant, je trouve qu'il y avait une concurrence très déloyale entre le message de l'enseignant, la prévention, et d'autre part, la pub et la société de consommation. D'abord, on fabrique des produits industriels, des produits technologiques. On constate ensuite qu'ils font des dégâts au niveau de la santé. Et puis après, on demande aux enseignants de rattraper tout ça. Je suis désolée, malgré notre bonne volonté, c'est pas possible parce qu'on a cette machine de la consommation en face. Voilà. Donc je crois que c'est vraiment la prévention est liée au choix de notre société.
Donc ça, c'était une première remarque. Deuxième observation, régulièrement, il y avait une période au mois de février-mars où on voyait arriver des élèves avec des béquilles, avec des attelles, etc. C'était le résultat de leurs vacances de février. Voilà. Et donc, je voulais poser cette question. On n'en a pas parlé du tout de cet aspect de la santé qui n'est pas lié à notre, comment dire, capital, mais qui est lié à notre activité, à notre choix de vie, on peut dire. C'est le coût des accidents liés au sport, aux activités de loisirs qui sont un choix personnel. Et là, je me pose parfois la question, tout en étant très mutualiste, est-ce que tout un chacun, on doit prendre en compte les coûts de ces activités-là? Voilà, merci. On vous laisse répondre brièvement, et puis on a encore 2 autres demandes de parole. Très rapidement, sur le tout dernier point. Quelqu'un qui fait le choix de boire avant de reprendre le volant de sa voiture, c'est un choix très personnel et ce n'est pas une activité de sport et on va évidemment le prendre en charge, lui et les victimes qu'il aura faites sur la route. Quelqu'un qui choisit de fumer et qui va faire un cancer des voies respiratoires, on va évidemment traiter sa maladie et on ne va pas lui reprocher, en ne le finançant pas, d'avoir induit ou en tout cas favorisé l'arrivée de son cancer. Donc avant de dire à quelqu'un vous avez pris une piste noire, c'était défendu, on ne vous rembourse pas votre fracture de jambe, c'est un peu compliqué, il faudrait parler de tous les choix de vie. C'est ça le principe même de la solidarité. Nous on essaye de... alors c'est vrai que pour les gens qui font des sports particuliers, des assurances particulières qui viennent se substituer à l'assurance maladie, puisqu'il faut remplir, à l'époque où il y a des feuilles de soins, la case, est-ce que c'est consécutif à un accident ou non? Sur le plan du dialogue, on a introduit dans la loi il y a quelques années une notion nouvelle dont le nom n'est pas heureux, mais qui en soi est sûrement une bonne chose, qui s'appelle éducation thérapeutique. Ce n'est pas véritablement ni d'éducation, ni à proprement parler thérapeutique, mais c'est justement cette dimension du dialogue nécessaire, de l'écoute du patient, de la prise en compte de sa personne. Mais il faut dire que pour ceux qui ont appris la médecine en même temps que moi et que beaucoup d'autres, on nous a appris les maladies, on ne nous a pas appris les malades. On nous a sélectionnés sur notre capacité à apprendre toutes sortes d'éléments de pure science, pas du tout sur notre capacité, notre volonté, notre volonté de nous impliquer au service d'une personne, à traiter des chiffres ou des tumeurs et pas forcément à traiter des individus avec une souffrance, une demande. Ça ne faisait pas partie de... On a cru, là aussi, que la molécule allait tout sauver. C'était sans doute une erreur fondamentale que de pas... Alors, depuis quelques années, le législateur a institué, pour certaines pathologies, des formations à ce qui s'appelle maintenant éducation thérapeutique. Le dernier point, le dossier médical. C'est une évidence qu'il faudrait qu'on puisse, avec l'accord du patient, avoir accès à son histoire, parce que le patient n'est pas lui-même toujours en mesure de se souvenir de tout ce qui peut avoir un intérêt pour l'aider au mieux au moment où il se présente devant nous. Ça éviterait de redondances, ça éviterait toutes sortes d'erreurs, ça éviterait de l'amener à tenter de reconstituer son histoire. On apprend parfois dans le courant d'une maladie, et quand le traitement ne donne pas le résultat escompté, que le patient avait omis de nous dire, et nous on n'avait peut-être pas posé la bonne question, que tel ou tel événement survenu dans son histoire, passé 10 ans, 15 ans, 30 ans auparavant, modifie totalement le cours de ce qui est en train de se passer. Donc ce dossier serait essentiel. Dire qu'il y a des études définitives qui prouvent la rentabilité en termes économiques,
politique française, c'est de dire il y a un problème, l'école. On le voit d'ailleurs, les problèmes qui se passent ces derniers jours, on a l'impression que la solution viendra à l'école et on est en train de bouleverser tout cela alors que finalement la grande majorité n'a rien à voir avec les événements qu'on vit. Et donc l'école ne peut pas être mobilisée. Elle peut être utile dans le processus éducatif pour permettre aux enfants peut-être d'acquérir une certaine capacité un regard critique sur les choses. Et c'est ça qu'il faut apprendre. Il ne s'agit pas de dire ces produits sont mauvais. Il faut peut-être leur apprendre à décrypter une publicité, à décrypter toutes les stratégies. Alors, c'est autrement plus compliqué, mais c'est durablement, certainement plus efficace. Et on voit bien que c'est extrêmement difficile de lutter à armes égales. Moi, je sais, dans ma commune, j'ai supprimé le petit déjeuner, enfin le goûter dans les écoles maternelles, et on distribue des fruits. Est-ce que les gamins vont définitivement renoncer à manger toutes les cochonneries que leurs mamans mettent, parce que ce n'est pas les gamins, c'est les mamans qui mettent les cochonneries dans les sacs, renoncer à cela parce qu'ils ont pris les bonnes habitudes? Point d'interrogation, soyons modestes. Deuxièmement, et je termine là-dessus, sur la durée de consultation et sur le contenu de la consultation. Je l'ai dit tout à l'heure, 80% des consultations se terminent par une prescription. Ici à Strasbourg, on a un peu innové en disant bah tiens, on pourrait peut-être prescrire aussi de l'activité sportive. Hein, alors c'est sûr que, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un peu plus compliqué de faire de l'activité sportive que d'avaler une pilule. Mais il est clair qu'avec une consultation à 23 €, et j'ai eu le tort à un moment donné de dire que mon coiffeur me demandait 25. Et alors j'ai eu le syndicat des coiffeurs qui est venu, c'est scandaleux, tu affirmes que les coiffeurs gagnent de trop. Oui. Je dis non, je dis simplement que quelque part, si on n'honore pas, se donne pas, il y a aussi une réalité économique. Un médecin a le droit de gagner sa vie, de vivre correctement, il y passe des heures. Il faut donc aussi mettre des moyens. Et c'est là où je reviens à la question de la croissance. Quand on aura de nouveau un système en croissance qui permettra de mettre plus de moyens, parce que je suis de ceux qui pensent aussi qu'on ne met pas assez de moyens collectifs dans le système de santé. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, il reste en perpétuel déficit. Il faut mettre plus de moyens, être plus efficace, plus efficient, contrôler davantage. Donc, si la croissance permet de redonner des moyens au système de santé et au système social dans son entier, à ce moment-là, on pourra honorer davantage les médecins mais peut-être être plus exigeant dans le contenu d'une consultation. J'ai l'habitude, quand je veux un peu choquer, caricaturer les médecins, je dis une consultation, c'est 8 minutes, habillage, déshabillage compris. Hein, ça doit être dans les cas, c'est guère plus. Hein, oui, rassurez-vous. On essaie juste. Il faut mettre du contenu aussi. Hein. Pardon, Monsieur Bure, et tous ceux qui sont à la tribune, il nous reste une vingtaine de minutes, beaucoup de doigts qui se lèvent dans la salle. On va faire des réponses extrêmement courtes. Des réponses courtes pour laisser aussi le public s'exprimer. Et j'ai une attente ici depuis 15 minutes. Plusieurs questions. Bonsoir à tous, je m'appelle Julien et je suis infirmier au centre hospitalier à Strasbourg et je suis en première ligne du coup de ce que vous parliez tout à l'heure des débauches de santé et ce genre de choses. Et je m'interrogeais sur le fait que vous n'ayez pas parlé des services privés ou des consultations privées au sein de l'hôpital public. Parce qu'à ce niveau-là, on n'est plus égal et vous l'avez dit, personne n'est égaux devant la santé, mais on perd en équité et finalement c'est là qu'on souhaite tous être, c'est en équité. Et ces consultations privées quittent un peu les services de chirurgie pour aller vers de la médecine, donc certaines grosses spécialités comme de l'oncologie. Et j'ai l'occasion d'avoir 2 PH, voire 3 seniors qui sont là. Est-ce que vous pourriez un peu m'indiquer en quoi la médecine à 2 vitesses pourquoi la médecine à 2 vitesses a déjà envahi l'hôpital public? Alors, oui, Anne. Toujours réponse courte. Premièrement, ça ne concerne que 12% des praticiens hospitaliers dans l'hôpital public. 2. Il n'y en a que la moitié qui font des dépassements d'honoraires. Certains, pour des drôles de raisons, décident de faire de l'activité privée, payée à l'acte, à la consultation à 25 € du spécialiste. Ne me demandez pas pourquoi. C'est complètement, disons, d'un autre temps. Ça fait référence à un temps où il y avait des hospitaliers universitaires qui n'avaient qu'une part d'activité hospitalière qui ne donnait pas ouverture à des droits de retraite, etc. C'est minoritaire et ça devrait être un statut en extinction. On ne voit pas pourquoi ça continue. Dans la majorité, je crois, la quasi-totalité des hôpitaux publics en France, il n'y a pas d'activité privée.
ni pour les réanimations, ni pour les urgences, ni pour la pédiatrie, ni pour la cancérologie. Pourquoi? Parce que c'est... Alors peut-être à Strasbourg, c'est pas éthique, c'est juste pas éthique, ça devrait pas avoir lieu. Je suis personnellement engagée contre ça. Je sais qu'il y a une partie de mes confrères qui ne sont pas d'accord. Je pense qu'il y a un choix politique à avoir, clair, carré. Et là, c'est une décision de la collectivité qui doit avoir lieu. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que le temps doit être consacré au dialogue. J'ai une chef de clinique dans la salle, j'étais interne à Strasbourg, elle est là. Et elle m'a dit quand j'étais petite, si on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne sait pas ce qu'on trouve. Ça, c'est la base de la consultation. Si on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne sait pas ce qu'on trouve. Et on sait ce qu'on cherche quand on a dialogué avec nos patients. Ce n'est pas que de l'éducation thérapeutique, c'est la base du diagnostic. Et ça, on ne pourra pas le retrouver de façon rationnelle si on continue à faire de l'inflation, de l'activité de plus en plus, parce qu'on réduit le temps de consultation. Et ça, c'est du gâchis. Est-ce qu'on peut repasser à la salle, madame? Oui, Marie-Louise Goethe, je suis médecin et retraitée. Juste bien tenir le micro, s'il vous plaît. Pardon. Comme ça, on va tous en profiter. Marie-Louise Goethe, médecin retraité. Voilà, je voudrais reposer une question. Vous parliez du choix tout à l'heure, les choix qu'il faudrait faire. Il y a, à mon avis, quelque chose, et M. Bure parlait de l'Allemagne comme exemple qui, effectivement, se débrouille un peu mieux. Ça fait déjà des années qu'en Allemagne, les médicaments sont délivrés, pas en boîte, mais à la quantité. Et je trouve qu'effectivement, on fait un énorme gâchis, comme par exemple pour éviter, quand vous avez une extraction dentaire, on fait souvent 2 grammes d'amoxicilline pour éviter la bactériémie. Vous avez forcément une boîte de 6 ou de 12. Et qu'est-ce que vous faites du reste? Et souvent également, il est nécessaire, quand un malade a été opéré, on lui prescrit un certain nombre de médicaments pour le retour. Donc souvent, il reste des boîtes entières. On ne peut pas les retourner à la pharmacie. Moi, j'ai essayé. Ils disent qu'ils n'ont pas le droit de les prendre. J'ai essayé de les donner à un médecin du monde qui m'a dit qu'il ne pouvait pas les prendre. Tout ça, ça va à la poubelle des médicaments dont certaines boîtes n'ont même pas été ouvertes. Donc là, je crois qu'il y a un véritable problème. Je dirais, je le mets d'ailleurs en parallèle avec ce qui se passe en ce moment avec les nourritures qui sont jetées dans les poubelles et où les gens n'ont pas le droit de le prendre. Mais je crois que là, on pourrait faire aussi des économies. Alors, il y a également madame et monsieur qui voulait répondre à madame. Mais bon, dans l'ordre de demande de la parole, on continue cette règle. Madame, si vous voulez bien prendre la parole. Merci. Donc moi, je suis Marie-Josée, je suis citoyenne. Donc en tant que citoyenne, j'ai un problème à soumettre. Mon médecin m'a demandé de faire un rappel de vaccination. Or, il se trouve que dans les vaccins, il y a un produit qui est absolument dangereux. Donc, je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas envie de faire ce rappel tant que les laboratoires n'ont pas changé leur composition. Donc, effectivement, le laboratoire Pasteur apparemment a fait un choix. Et ça concerne tout le monde. Je veux dire, on ne peut pas mettre les gens dans des difficultés médicales sous prétexte qu'un laboratoire ne veut pas changer sa composition. Voilà. Merci. Alors, juste avant de redonner la parole à monsieur, je voudrais juste préciser 2 choses. C'est que sur la question des patients, quelles sont leurs possibilités de recours, etc. Donc, on va en parler tout à l'heure, sur le débat des class actions. Ça ne veut pas dire que je vous apporterai la réponse. On est d'accord. L'idée, c'est de savoir ce qui va se passer. Sur la question qu'a soulevée monsieur Yves Bure, régulièrement, les déserts médicaux, la pyramide des âges, je vous encourage vraiment à regarder sur le site de l'Union régionale des médecins libéraux. Il y a des études démographiques là-dessus qui sont très éclairantes. On va vous écouter, monsieur. Merci, Richard Camelet. J'ai passé 25 ans à l'étranger, aux Pays-Bas et en Allemagne, et je voudrais apporter 2 témoignages. D'abord, rebondir sur ce que vous avez dit. On est parti aux Pays-Bas il y a 30 ans et on est tombé sur nos chaises quand on nous a rationné les médicaments. Et on avait des collègues et amis français qui rentraient en France, se faisaient prescrire tout un tas d'antibiotiques avec des grosses pharmacies, alors que nous, on avait le nombre de pilules qu'il fallait, il y a 30 ans déjà. Et aujourd'hui, on commence à en parler en France et ça va faire débat. Je pense qu'il faudrait s'inspirer un peu de ce qui se passe ailleurs, des bonnes expériences en Europe. Ensuite, une deuxième expérience en Allemagne. Et là, on est directement dans le sujet de la médecine à 2 vitesses. En Allemagne, ils ont un système public et un système privé, private. J'avais la chance d'être dans le système privé et c'était
a priori très scandaleux. C'est-à-dire pour nous, Français, on arrivait, on voulait prendre un rendez-vous, c'était 3 semaines, et puis après la secrétaire disait vous êtes assuré comment? Privé. Quelqu'un s'est désisté la semaine prochaine, premièrement. Deuxièmement, et là ça mérite peut-être réflexion, de la même manière, quand on avait besoin de faire une IRM, en étant privé, on pouvait l'avoir en sortant de l'hôpital, pratiquement le même jour ou le lendemain, sachant que pour les gens qui n'étaient pas dans le privé, c'était un petit peu plus long, mais quand même nettement moins long que ce qu'on a en France. Alors on peut peut-être se poser la question, ça peut scandaliser certains, mais est-ce que des gens qui ont les moyens, soit parce qu'ils sont mieux assurés que d'autres, peuvent financer plus et peut-être arriver plus rapidement, de manière à ce que tout le monde, par le biais, on parlait de prévention, de pouvoir financer des installations qui après vont servir à tout le monde. C'est une question, je ne prends pas position. Merci pour cette question, votre intervention. Est-ce que quelqu'un souhaite Yves Bur. D'abord, répondre? Cette dernière question sur le système allemand, il y a un système privé, mais les gens payent aussi plus. Donc il y a un certain nombre d'avantages, mais c'est vrai qu'on a le sentiment qu'un système administré comme il existe en France, on y tient beaucoup, mais il a ses travers. Et c'est vrai que, par exemple, je disais tout à l'heure à mes voisins, ici, vous avez des attentes en termes d'IRM souvent assez longues. 3-4 semaines, alors quand il y a une urgence, vous avez un coup de fil, c'est pas un problème. Mais autrement, c'est 3-4 semaines, il me semble que c'est même plus parfois. Vous pouvez avoir le même IRM à Kiel, et vous l'avez dans les 2 jours. Donc il y a quelques petits problèmes. Concernant les médicaments, c'est vrai qu'on y pense tous parce qu'on a nos pharmacies remplies. J'avais une maison de retraite où on a à un moment donné autorisé, parce qu'on était dans une expérimentation, d'utiliser les médicaments de tout le monde, de les mettre dans un pool commun. La maison de retraite a vécu pendant 2 mois sans acheter de médicaments quasiment. Toute la pharmacie était remplie. Alors la question de dire distribuer à l'unité, je sais que c'est une chose tentante. Le gouvernement d'ailleurs a engagé une expérimentation, nous allons voir ce que ça donne. Mais il y a la question de la sécurité du médicament. Aussi de savoir, d'ailleurs on n'aura plus à mon avis des gélules comme ça ouvertes. Ce sont des gélules sous blister, identifiables. Donc c'est pas tout à fait le même, c'est pas les bonbons qu'on distribue, parce que sinon on commence à mélanger tout. Mais il me paraîtrait plus logique, s'agissant notamment d'antibiotiques, pour prendre l'exemple le plus flagrant, c'est qu'on dise il y a le nombre de gélules qu'il faut pour un traitement approprié. Un traitement d'antibiotiques, ce n'est pas 2 jours, c'est un certain nombre de jours donnés, et on doit vider la boîte. Parce que si on ne le fait pas, on a un autre inconvénient, c'est qu'on crée des résistances. Donc, si vous voulez, le problème peut paraître simple. Première chose, il faut prescrire ce dont on a besoin. Il existe encore, dernièrement j'ai entendu dans un débat où des ordonnances contenaient plus de 5 médicaments. Je crois que c'est une absurdité, parce qu'on ne connaît pas les interactions. Et deuxièmement, il faut faire en sorte qu'on respecte, qu'on fasse de l'observance pour que les médicaments soient utilisés quand on en a besoin et qui ne terminent pas, sauf les antalgiques habituels, pour la bobologie, dans l'armoire à pharmacie. Il faut préciser que le nombre de comprimés ou de gélules qu'il y a dans une boîte, ce n'est pas que l'industriel qui le décide, c'est l'agence du médicament et toute la chaîne qui ensuite va conduire à la fixation d'un prix de remboursement. Or, l'agence, elle fixe, comme vient de le dire Yves Bur, la taille d'un conditionnement sur ce que sont les posologies, c'est-à-dire le nombre de comprimés ou de gélules qu'il faut prendre dans les indications pour lesquelles on donne l'autorisation de mise sur le marché. Alors c'est vrai que dans certains cas, il y a des indications marginales où on donne une dose minime. Mais dans certains, par exemple antibiotiques, il y a des boîtes à 7, à 14 et davantage de comprimés, justement en fonction des indications. Maintenant, il faut que le pharmacien donne la boîte qui correspond effectivement à ce qui a été prescrit, mais il faut surtout que le patient aille au bout. Dans les pays où on vend en vrac, la Grande-Bretagne, les États-Unis, le métier du pharmacien consiste à compter les comprimés, à les mettre dans des petites boîtes où lui met une étiquette,
Mais effectivement, se pose un problème de sécurité, de ne pas se tromper. Il y a des erreurs régulièrement. Il n'a pas du tout été démontré que c'était une cause d'économie. En fait, comme l'a dit quelque part l'un des intervenants ou l'une des intervenantes tout à l'heure, le prix d'un médicament, ce n'est pas le prix de revient effectif des quelques milligrammes de poudre qui sont dedans, plus les excipients, plus la gélule, plus la boîte et le carton. C'est même pas que le prix des fleurs sur le bureau du directeur du laboratoire. C'est un ensemble très complexe et il n'est pas fixé par le laboratoire, il est fixé par le client, c'est-à-dire par un comité économique fait de hauts responsables administratifs sur la base évidemment d'arguments qui sont discutés âprement entre l'industriel et l'administration et le payeur. Donc c'est facile de jeter la pierre d'un seul côté. La responsabilité de tout ça, elle est totalement partagée. En fait, il faudrait refonder globalement le système. Il y a du boulot. Merci pour cet éclairage. Il nous reste encore 5 petites minutes pour cette table ronde. Alors, on va prendre la parole de monsieur et puis madame. Hein. Il y a monsieur qui a demandé avant vous. Hein. Oui, merci. Jean-François Richter, je suis retraité et j'ai 2 petites remarques. Une première sur le système d'information sur les remboursements de la sécurité sociale. Je ne comprends rien au relevé de la sécurité sociale. Les dates ne correspondent pas, les sommes, je ne sais pas ce que c'est, enfin bref, j'en passe. Récemment, j'ai été opéré, je ne sais toujours pas ce qu'a coûté cette opération, je sais juste ce que m'a coûté à moi les dépassements des divers intervenants. Voilà. Deuxième remarque rapide sur l'éducation à la santé. On l'a abordé par différents biais, la prévention, les bons conseils, le dialogue, etc. Je voulais simplement signaler par rapport aux cures thermales chères au cœur de M. Bure que ça pourrait être un excellent endroit d'éducation continue à la santé. Et mon expérience de 6 cures me prouve que malheureusement, ça n'est pas encore fait. Madame, puis après Marie, avant de boucler cette table ronde. Oui. Je fréquente depuis plus de 2 ans un EHPAD. Tout le monde sait ce que c'est. Donc, ça s'adresse aux personnes du grand âge. Et je constate que là-bas, on achève, dirait-on, mais j'en vois les résultats, les résidents en les assommant, les abreuvant de médicaments, toutes sortes de médicaments. En plus, quand on arrive là-bas, il y a 3 médecins, l'un qui a sa pratique privée et 2 qui font des permanences. On ne peut pas choisir. Alors on tombe sur un généraliste qui a fait un stage de 6 mois en gériatrie. Et d'autre part, j'ai appris par un directeur d'hôpital que la gériatrie était très complexe, mais ce n'est pas une excuse pour donner autant de médicaments. Donc ma question c'est, ne pensez-vous pas qu'il faudrait plus de gériatres? Réponse courte, s'il vous plaît. Moins de médicaments et préserver la santé. Réponse courte parce qu'il y a aussi monsieur qui attendait. Et ensuite Marie. Est-ce que quelqu'un a envie de répondre? Écoutez, oui, simplement de dire, c'est pas le directeur de l'établissement, de la maison de retraite qui prescrit les médicaments, c'est bien les médecins. Et je dis, on revient toujours à la même cause, il faut qu'on ait le juste soin, la juste prescription. Il est inutile de multiplier les médicaments dont les interactions sont peut-être mal connues. Voilà, mais c'est compliqué, je dois avouer que c'est une culture à mettre en place. Alors, monsieur. Oui, bonsoir. La question va essentiellement à l'homme politique, M. Bure. Monsieur Bure, nous sommes un peu de la même génération, donc nous savons tous que la sécurité sociale est malade depuis quelques dizaines d'années, et les hommes politiques sont souvent intervenus pour essayer de lui retrouver une santé, et ça n'a pas marché. Alors pour que la sécurité sociale ait une bonne santé, on a créé un jour la carte vitale, et puis ensuite on a créé un petit livret, le fameux petit livret jaune qui devait être un suivi du malade, mais qui n'a jamais servi. On a créé la carte vitale avec une photo. Et puis ensuite, on a aussi, il y a 30 ans, décidé, on a dit que s'il y avait moins de médecins
il y aurait sans doute moins de gens qui iraient les voir. On a créé le numerus clausus et on voit ce que ça donne. Les femmes mettent 4 mois, 6 mois pour aller chez une gynécologue, pareil pour le rhumato, il faut des lunettes, c'est le même combat. Donc on voit que ça n'a pas marché. Alors vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des pistes pour essayer de dépenser moins. Vous avez dit qu'il fallait de la croissance, bien que quand on regarde quelques dizaines d'années en arrière, nous avions la croissance et la sécurité sociale était déjà malade. Donc c'est peut-être pas uniquement cette chose-là. Ensuite, vous avez dit qu'il fallait essayer que les patients, les malades, ne devaient pas aller voir un médecin à l'hôpital, un deuxième médecin, un troisième médecin. Vous avez raison. Vous avez dit aussi qu'il fallait peut-être réduire ou du moins réguler les cures thermales qui n'étaient pas absolument nécessaires. Hein, vous l'avez évoqué. Bon, ok, vous avez sans doute raison un petit peu dans tout ça. Mais je pose une question pour essayer de réduire ces dépenses de santé. Parlez-nous des génériques qui souvent ont le même prix que les médicaments traditionnels. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Deuxième question, l'homme politique a un jour inventé le tiers payant, on veut même le développer. Ben, les gens vont chez le pharmacien, achètent, ne savent pas ce que ça coûte, vont à l'hôpital, ne savent pas ce que ça coûte, vont voir un deuxième médecin, reprennent des médicaments, c'est toujours gratuit. Est-ce que vous trouvez que c'était un bon choix politique? Et puis ensuite, il y a un troisième sujet qui n'a pas été évoqué et qui est aussi important. Il y a quand même des gens qui poussent la porte de la France uniquement pour se faire soigner et ils sont soignés gratos. Est-ce que vous trouvez c'est normal? Donc sur ces 3 points, le générique, le tiers payant et puis tous ceux qui poussent la porte. Voilà les 3 questions. Ça fait tout un programme pour un forum, ça. Oui, tout à fait. Non, mais c'est Alors, intéressant. Soyons clairs, le générique, il n'y a aucune raison de ne pas y recourir. Nous sommes dans bien des classes de médicaments loin de ce qui se fait ailleurs, en Allemagne, de nouveau. Sur certaines classes, on est à 95% de générique en Allemagne, et chez nous, on est à 70%, y compris en Alsace. Mais j'ai envie de dire que ces mesures, ces bons comportements sont disons, ce sont des exemples que je donne. Ils ne résoudront pas en eux-mêmes l'ensemble de la problématique du système français. Et je voudrais ça. Le fait qu'aujourd'hui, les gens ne savent plus ce que ça coûte, je suis d'accord avec vous, il y a un problème. Vous allez voir le radiologue, on fait 30 ans, X examens, on ne sait pas ce que ça coûte. C'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'hypermarché où on sert à tous les étages sans savoir ce que ça coûte. Donc je crois qu'il faut avoir ce courage de dire que chaque professionnel de santé, y compris l'hôpital, devrait être tenu de dire au fait ce que ça a coûté, pour que chacun puisse mesurer, disons, pas ce qu'il a coûté, mais ce qui a été dépensé pour lui. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Et ça permettrait peut-être d'une prise de conscience. Et dernier point, je voudrais juste dire que je ne crois plus au grand soir de la réforme. Croire que de temps en temps, et on le fait encore actuellement, de dire on va faire une réforme et puis le problème est réglé. L'expérience, j'étais 17 ans au Parlement, j'ai été pendant 10 ans rapporteur du budget de la Sécu, me montre que tout n'est pas dans une question d'argent. Il y a aussi d'autres problèmes dans l'organisation et que ce à quoi nous devons nous habituer, c'est d'être en réforme permanente, c'est-à-dire être capable de nous adapter en permanence aux évolutions. Je prends l'exemple de l'innovation. Les innovations vont se multiplier. Il faut que notre système puisse s'adapter à ces innovations, changer de format, par exemple transformer l'hôpital notamment pour une grande part en un centre de high-tech médical, où on ne passera pas des jours et des jours, mais qu'il faut que le système aussi permette de se soigner correctement à la maison, de faire partie de cette chaîne de soins, de cette chaîne de soins. La réforme permanente, la réforme continue, je crois que ça aussi, il faudra qu'on nous y habitue. Alors Marie, j'avais dit Marie tout à l'heure, qu'on n'a pas encore entendu. Et oui, c'est aussi, il faut rassonner un petit peu la parole pour qu'on tienne le timing, je suis désolée. Marie, on va vous écouter, au moins sur 1 ou 2 points, si vous voulez bien, sur lesquels vous avez travaillé. Excusez-moi, j'ai pas compris. Oui, on va vous écouter, au moins sur 1 ou 2 points. Donc avant tout, je tiens tout d'abord à remercier les intervenants qui sont ici présents pour m'avoir permis, en tout cas pour nous avoir permis d'enrichir nos connaissances sur le système médical. Et je conclurai en m'appuyant sur les dires de M. Almaric.
qui a dit donc que malgré tous les déficits que présente notre système, il reste l'un des meilleurs au monde, notamment du point de vue de nous, étudiants, qui, malgré notre budget peu conséquent, nous avons quand même accès aux soins et ainsi qu'à tous les avantages médicaux. Donc je ferai un article sur le blog. Vous allez le mettre sur le blog de l'ISEG et vous avez envie de rester sur cette note optimiste. Oui, je suis optimiste. Ça c'est parfait, merci beaucoup. Vous voulez dire encore un tout dernier mot? J'ai dit en 2 phrases, 3 phrases à peu près. Non, je crois que l'adaptation, tout le monde est d'accord, il faut la faire, c'est la première phrase, et elle est permanente, oui. Évidemment, Monsieur Bure, et vous avez raison, nous sommes tous d'accord. Mais 2, le tiers payant n'est pas le fait de ne pas savoir ce qu'on paye. Le tiers payant, c'est le fait de ne pas avancer l'argent. C'est 2 choses différentes. Franck Amalric? 2 phrases. N'essayons pas de trouver des... On va continuer peut-être à écouter l'intervenant. Juste une phrase. Essayons de trouver des solutions sur lesquelles nous, on peut agir. Il y a des choses aujourd'hui sur lesquelles on ne peut pas agir. La croissance, on ne peut pas agir. S'il faut attendre la croissance pour régler le problème, on risque d'avoir des soucis. Deuxième chose, les médicaments, la structure de la mondialisation fait qu'aujourd'hui, il y a des choses sur lesquelles on peut agir, les choses sur lesquelles on peut essayer d'agir avec nos collègues européens, et d'autres choses qu'on subit en quelque sorte. Donc essayons de trouver des solutions en France déjà au niveau de cette organisation. Jean-Jacques Zambrowski. Moi je crois que ce qui a été dit, c'est que ce problème est un enjeu politique. C'est un problème de morale de société. Ce n'est pas qu'un problème médical, technique et même économique au sens financier. C'est un vrai problème de responsabilité. Quel est le degré de solidarité que nous pensons légitime de faire vivre entre nous? Comment est-ce qu'on marie la question d'éthique et la question de finance? C'est un débat qui ne se situe pas d'ailleurs que dans la santé, les questionnements sur la publicité, la déferlante et la consommation d'aliments ou de boissons néfastes ou la pollution. Tout ça, ce sont des questions politiques, au tout plus noble sens du terme. Ce qu'il faut regretter, c'est que, alors que c'est un débat noble de pure politique, la politique des politiciens l'oublie, l'évacue, parce que c'est délicat, parce qu'il faut faire des choix, comme l'a dit justement Franck Amalric. Or, ces choix, les politiques refusent, les uns comme les autres, de les faire. Et donc, ils laissent finalement d'un côté les patients avec des insatisfactions, d'un autre côté les professionnels avec des frustrations, alors que finalement, la question, elle est vraiment une question où le monde politique devrait faire des choix, là comme ailleurs. D'accord, très bien. Ben, écoutez, en tout cas, une chose est certaine, c'est quels que soient les avis, les analyses apportées, il y a au moins 2 choses communes qui se dégagent. C'est que nous avons tous envie que ce système perdure et de faire perdurer l'accès à la médecine d'une manière équitable pour tous. Juste avant de conclure, je voudrais vous informer, je ne sais pas si vous vous souvenez l'année dernière, enfin c'était en 2014, nous avions parmi nous Laurent Salle qui, pendant que nous parlions à la tribune de choses très sérieuses, était en train de nous croquer et puis ben voilà, il projetait en direct ses dessins sur le grand écran. Nous avons quand même pris la précaution cette année parce que c'est vrai que l'année dernière, les intervenants ils se retournaient, ils ne savaient pas trop bien ce qui se passait. Nous avons pris la précaution cette année d'avoir 2 écrans ici. Je le dis pour les intervenants s'ils nous ont rejoints. Donc, quand Laurent va faire son dessin, oui, je me souviens de ça. Quand Laurent va faire son dessin, Laurent donc, qui est illustrateur de presse, lorsqu'il va le faire, eh bien, on pourra le voir également ici, de telle sorte que les intervenants ne soient pas étonnés. Donc, tout simplement, ce préambule, je suis déjà en train de rire. Je vais essayer de rester sérieuse. Donc, en tout cas, merci à tous. Et puis, à tout de suite pour la prochaine table ronde sur les class actions. Merci à vous.